Bon, bonjour, je suis Éric Normand-Carmel. Personne n'a été berné par le fait que... Oui, et je suis Louis-Philippe Delorimier. Nous sommes tous deux médecins vétérinaires. Nous vous présentons du coq. Alan, Il le, faut juste que tu sois sur pause pendant une seconde. Là. le podcast qui lève le voile. Tu vois, là, je l'ai eu parce que j'ai mon petit livre Oui. sur la médecine vétérinaire et tout ce qui l'entoure. Et Oui. aujourd'hui, Louis-Philippe, nous recevons dans cet épisode Ben justement, on va parler un peu de ce qui l'entoure et qui était de la médecine vétérinaire, c'est-à-dire docteur Nicolas D. Hamelin, Hamelin, qui est un ancien... double docteur. Oui, ben un ancien médecin vétérinaire, parce qu'il ne peut pas avoir les deux droits de pratique en même temps, et qui était dans C'est ma... pas vrai, ça. Oui, c'est vrai. On en semi-parle durant... En tout cas, regarde, on n'est pas les ordres ou voyons, Les les instances, les collèges. registraires Mais donc, Nicolas, qui est un collègue à moi de classe, de ma de la promotion, fameuse et mythique promotion ouais, pas obligé de le 96. dire. Mais effectivement, qu'on connaît depuis longtemps et puis qui a pratiqué la médecine vétérinaire pendant plusieurs années. Et on discute de son merveilleux, lui aussi, parcours. Exact. Ponctué d'anecdotes, on a même un invité spécial Oui, qui s'immisce récurrent. Je dirais récurrent, redondant. oui. Et ce Récurrent. n'est pas Mathieu de Belleuil. Non, ce n'est pas C'est un Mathieu. Ça fait autre longtemps qu'on n'a pas parlé de habitué. lui. Donc, on a un invité, effectivement, qui fait un petit bout pour parler, parce qu'il y a quelque chose qui vous unissait, toi et Nicolas, selon Exactement. moi, avec cette personne-là. Donc, on le remercie Plusieurs d'ailleurs. anecdotes épicées aussi Ouais. dans cet épisode. Puis on parle un peu de sa pratique, puis de la Beaucoup. comparaison. Puis il nous fait même de la philosophie à propos de la médecine vétérinaire et de la médecine humaine, parce que Nicolas est un médecin plasticien spécialisé en chirurgie de la main, d'ailleurs, là, mais qui fait de la plastie de toutes sortes. Mais c'était intéressant parce que lui, il prenait un pas de recul par rapport à son passé de vétérinaire puis sa pratique actuelle. Fait que c'était le fun d'avoir cette perspective-là de quelqu'un qui connaît ça, mais qui est un peu à l'extérieur en ce moment. Puis c'est un gars qui n'a pas la langue dans sa poche. Non, non. Parce que j'ai déjà essayé, ça fait très mal, puis ça goûte le coton. Mais non, parce qu'il parle beaucoup, puis d'ailleurs, Ça pourrait plus déraper, hein. Oui, ça aurait pu Ouais. déraper. Mais d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, parce qu'apparemment qu'il y a des gens qui trouvent que je parlerais beaucoup, puis Ouais. que ça l'a éloigné un peu de notre podcast après les premiers épisodes. Donc, si vous écoutez ces trois personnes-là qui écoutez l'épisode, l'intro actuel, voyez qu'au travers du temps, je me suis un peu... T'as fait des grands efforts. Moi, j'ai été témoin de tous ces efforts-là que tu as fait pour. C'est de la thérapie. Oui. Mais faut pas que tu tasses l'aiguille trop loin de l'autre côté parce que tu sais que moi, j'aime ça quand tu parles beaucoup. Ah, C'est mon plaisir, là. C'est pour ça que je suis ici assis, là. C'est ce que tu me dis quand je te laisse parler pendant plus d'une seconde. Éric, donc, on remercie beaucoup Dr Nicolas David Hamelin, Oui. parce que le D, c'est David, David. de sa participation à cet épisode, qui est un très bon épisode. Qui est rendu possible grâce à qui, cet épisode? Justement, j'allais te dire que c'est grâce à Purina, Purina Veterinary Diet, ou PVD. Donc, les diètes Purina qui sont vendues chez les vétérinaires, qui sont des diètes, entre guillemets, thérapeutiques ou prescriptions, des fois, on va dire. Mais particulièrement, là, je voulais vous parler de la Purina qui s'appelle la OM, qui jadis, c'était Overweight Management, là, mais c'est... puis il y en a une nouvelle qui vient de sortir récemment qui s'appelle la il y a OM. une version Oui. 2.0 de la OM? L'OM, pas l'Olympique de Marseille, là, mais la nourriture. Donc, la Metabolic Response et Joint Mobility. Donc, c'est une nourriture qui est à la fois pour faire perdre du poids et qui aide les articulations. Parce qu'on sait que c'est souvent un problème, parce que les animaux en vieillissant, qui ont de l'arthrose et qui sont en surcharge pondérale, ça n'aide pas leur problème d'arthrose. Un genre de cercle vicieux. Tu sais, il bouge moins, il prend du poids, il bouge moins parce qu'il a mal. Puis là, on ne parlera pas de la saucisse high grade, là, mais pour les plus jeunes, là, allez voir les vieilles publicités de la saucisse high grade. Donc, c'est une nourriture qui vise Mais là, à la ça fois... va les amener dans un cercle vertueux, donc. Oui, on dit jamais ça, mais on devrait, en fait. Oui. Donc, ça vise la gestion du poids et donc perdre du poids et la santé des articulations. Puis, ils ont fait une étude. Évidemment, Purina, là, moi, un des avantages de cette compagnie-là, c'est qu'ils ont un centre de recherche aux États-Unis, puis les chiens sont bien traités, les animaux sont bien traités, mais ils font des études sur du long terme avec leur diète. Puis, dans ce cas-là, ils ont comparé cette nourriture-là avec une nourriture témoin d'une autre compagnie qu'on ne peut pas mentionner, j'imagine, mais qui était aussi pour la perte de poids. Puis, ils me démontraient que ça réduisait plus la masse adipeuse, donc c'est un peu ça le but, beaucoup plus que le témoin, tout en maintenant, et c'est ça qui est difficile apparemment, que les nourritures amaigrissantes, souvent, ils vont aussi perdre de la masse maigre, donc de la masse musculaire. Puis, mais eux, ils maintenaient leur masse musculaire, ce qui est difficile avec ce genre de nourriture-là. Puis même avec la PVD, OM, Joint Mobility, la masse musculaire avait augmenté. Ce qui est impressionnant. Probablement parce que les chiens, justement, se mettaient à bouger plus parce qu'ils perdaient du poids. Donc, j'allais demander c'était quoi le mécanisme. Donc, c'est ça. Je ne sais pas, là, regarde, on ne s'avancera pas trop, mais je voulais dire ça quand même. Puis d'autres détails intéressants, et je vous les lance en rafale. Le cholestérol, ces chiens-là, avait diminué de 45 sur 6 mois. C'est quand même significatif. La glycémie
postprandial, donc le taux de sucre sanguin après avoir bouffé, était plus faible que la formule témoin. Il y avait moins de variation de l'insuline aussi dans le sang avec cette nourriture-là. Et finalement, moins de cytokines inflammatoires. Les cytokines pro-inflammatoires, interleukines Qu'on sait 6, qu'ils sont associés à l'obésité chez l'humain puis chez les animaux. qui jouent un rôle négatif pour les articulations, tout ça. Donc, c'est une nourriture parfaite pour ce genre de situation-là où l'animal est trop gras puis a des troubles articulaires qui débutent ou qui sont là chroniques. Là. Donc, on remercie grandement Purina Veterinary Diet. Puis pour une deuxième saison, se sont joints à nous pour un partenariat. Fait qu'on les remercie. On pourrait dire que c'est nos plus fidèles partenaires jusqu'à maintenant. On peut le dire. Puis on les remercie grandement pour ça. On remercie Nicolas. On remercie tout le monde ici au studio de Machine 4771. À Sainte-Thérèse. La belle. Et écoutez, on vous souhaite bonne écoute. Puis d'ailleurs, j'en profite pour dire que aussi, Dr Nicolas David-Hamelin a eu la gentillesse de faire une petite capsule avec nous. Oui, tu fais bien d'en parler. Coq à l'âne express qui dure peut-être 8-10 minutes. Puis il nous parle d'un sujet particulier que je ne mentionnerai pas ici, vous irez écouter la petite capsule, mais c'est un sujet qui est grand public dans le sens où ça s'adresse à tout le monde qui a déjà eu un trauma à la main, mettons. Mais là, pour nos plus grands fans qui vont nous écouter le jour même où cet épisode-là va être publié, il va venir là, dans les prochaines semaines. La capsule suivra. Oui, exactement. C'est ça. Donc, écoutez, bonne écoute. Tu fais monter le désir. Je te sens festif. Hein? Faut dire écoute, est-ce que tu as précisé à quel moment on enregistre? Non, je n'ai pas précisé ça. On enregistre notre petite intro le 23 décembre. Donc, 23 décembre. Ah oui, Monsieur Côté. Salut, donc, et tout ça, plusieurs mois après. Puis on s'excuse de base pour toi là-dedans? Peux-tu juste finir cette intro-là, pas qu'elle dure 8 minutes? C'est déjà un échec. Donc, on remercie Nicolas pour sa patience parce qu'il est venu enregistrer cet épisode-là. Je pense qu'on était en sandales. Puis là, il fait moins 9 dehors. En tout cas, vous écouterez le début de l'épisode, vous allez comprendre la référence à vos sandales. Excellent. Merci Louis-Philippe. Puis on passe ça en lançant la petite chanson. La petite musique de poule de poule. Oh, ça, c'est une nouvelle façon de commencer. Faut changer ça, Eric. C'est comme ça. Tu veux faire de la nouveauté? Chaque jour est différent. Bonjour, Eric. Comment vas-tu, mon séduisant Louis-Philippe? Je te dirais, mon biche, ce qu'on a convenu pour aujourd'hui. Oui, mon velu co-animateur. Je te dirais que ça va plutôt bien. Et je suis, comme d'habitude, très heureux de te retrouver. Oui, moi de même. Mais surtout, encore plus, prends-le pas personnel, mais d'avoir avec nous un invité particulier. Peut-être l'invité le plus dangereux pour nos... Oui. Votre réputation. Oui, c'est ça, pour le futur de nos carrières. Celui qui va nous faire travailler le... Est-ce qu'on édite ou on édite pas? Ouais, c'est ça. On va être coupé au montage. C'est ça. La job de montage, cet épisode-là nous va nous coûter le triple de d'habitude. Donc, on reçoit... bienvenue à Nicolas. Docteur, double docteur. Mais on enlève un docteur, plus un moins un. Plus un moins. Nicolas D. Hamelin. Bonjour Nicolas. Merci de me recevoir. Très content de te revoir. T'as une voix comme ça dans un microphone qui est encore plus sexy qu'en vrai. Ouais. J'essaie de prendre ma grosse voix pour avoir l'air plus impressionnant. C'est comme ça que tu parles à tes patients? Ouais. Toujours. Alors Nicolas, c'est pas... En tout cas, on a reparlé de ça. Oui, on va parler de plein de choses. Ouais, je sais où tu t'en vas. On a vu les mêmes affaires, hein? Google ne nous a pas menti. Ah, c'est ça. Mais donc, bienvenue sur notre plateau. Bienvenue chez Machine 4771. Derrière un plateau impressionnant, je dois le dire. Vraiment, je suis impressionné. C'est vraiment bien. Vraiment. Nos invités le sont. Puis nous, on l'était aussi, mais tout ça, c'est de la vieille histoire pour nous maintenant. On est habitués maintenant, c'est ça. C'est rendu une seconde nature. Mais non, bienvenue. On est content. Tu es le premier, évidemment, sur le podcast, premier médecin humain, comme nous, on aime le dire. Ouais. Comme les gens ne comprennent pas des fois que... Pourquoi humain? Pourquoi humain? Alors, bienvenue. On va tout de suite partir dans la petite histoire parce que, bon, tu as l'air d'être en forme quand même. On se voit pas assez souvent, mais on se connaît depuis longtemps. Puis, Eric, tu connais depuis presque aussi longtemps que moi, 2 ans de moins. 2 ans de moins. Parce qu'en fait, c'est ça, t'es promo de médecine vétérinaire 96. La meilleure. 96. Une promo assez... une promo assez... particulière. Là. Ouais. Mais on peut dire ça de toutes les promos. Là, je veux dire, on n'enlève rien aux autres. Ouais. Mais quand tu vis dans
En tout cas, j'allais dire, quand tu c'est la meilleure. Visiblement, là, mais... mais juste avant, parce que moi, tu sais comment j'ai fait une couple de fois, là, on va essayer de pas d'être intemporel, mais de pas l'être, mais on enregistre parce que là, je vois que à la fois Nicolas et moi, on est en sandales, puis toi, tu l'es pas, ce qui est comme c'est l'inverse. Impossible. Ouais. En fait, je comprends pas ce qui se passe. Mais il fait beau dehors, on est le 13 mai. Bravo. Hein? 13 mai. Hey, mon fils, aujourd'hui même, a 18 mois. Alors, joyeux mois anniversaire à mon garçon. Puis, mais je dis ça juste parce que il y a des choses qui sont... est arrivé dans l'actualité. Puis juste avant, on va parler de toi dans 2 secondes, Nicolas, parce que tu es l'invité, mais tu portes un T-shirt Back to the Future. J'adore ça. Ben, c'est super concept. Moi, quand je l'ai vu, je me dis, écoute, je suis content d'utiliser ça parce que ma blonde déteste mes T-shirts de Back to the Future. Pour vrai? Ouais, parce que t'en as plusieurs. J'en ai un peu trop. Puis elle voudrait que je vieillisse. Alors, pourquoi vieillir? Hein? Parce qu'on n'a pas le choix, mais après ça, quand on a le choix, ben, on a le choix de porter des T-shirts comme ça. Moi, je porte quoi? La Mona Lisa. La Mona Lisa. Mais bon, parce qu'il travaille avec la main Mano, Mona. Mano Lisa, c'est ça? Ouais, mais ça marche pas. Ça serait bizarre, mais ça, c'est... Aïe, aïe, Je vais faire un lien avec un autre film qui est... Vous irez voir The Devil's Advocate avec Al Pacino puis Keanu Reeves, dont je parlais ce matin au déjeuner avec ma belle famille, parce que ma belle famille est arrivée de Belgique. Oui, là, chez nous, ça, oui. Ma belle-mère et mon beau-frère. C'est ça, la raison de mon retard ce matin. Mais je vais blâmer sur eux autres. Ça, c'est ton beau-frère qui t'a fait un corrigendum? C'est non, un autre... c'est le cousin là. Mais non, c'est mon beau-frère qui travaille en santé buccale en Belgique. Donc, tout ça pour dire que je les salue d'ailleurs parce qu'ils écoutent. En santé buccale, c'est quoi? Les dentistes, puis on utilise des dentaires. Okay. Mais la première courte d'hygiéniste dentaire en Belgique, c'est 2022. Là. Puis avant, c'était les dentistes puis du monde probablement formé sur le tas, là. C'est-à-dire le monsieur volumineux qui a des dents pas propres. Non, mais je veux dire... Les Belges avaient des pas belles dents à cause de ça. Ben non, mais c'est quand même, tu sais, on sait qu'on a déjà parlé dans d'autres épisodes qu'en médecine vétérinaire, en France, en Italie, souvent, il n'y a pas assez d'assistants vétérinaires dans les cliniques. Tu as un hôpital avec 6 docteurs, puis tu as un technicien ou une technicienne qui fait la réception. Une ASV. Fait qu'en médecine dentaire, apparemment, c'est similaire encore. Mais là où je veux en venir, c'est pas ça du tout, mais tu sais, bonjour à ma belle famille. Mais c'est parce que tu as ton T-shirt Back to the Future, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on est de la promo 96, puis on va parler de plein de vieilleries dans 2 minutes, mais j'ai une petite anecdote qui date de cette semaine, puis que je vais vous raconter en cours. Puis je vois dans mon horaire une cliente qui vient avec son chat, qui a une tumeur à ma mère. Puis là, je vois ça, puis je vois le nom de la cliente, puis je dis, OK, bon, le chat qui a une tumeur à ma mère. Puis là, ma technicienne Nancy, que je salue, me dit, hey, il t'écrit qu'elle te connaît. Là, je regarde le nom encore. Je dis, mais le nom me dit rien. Ça, c'est malaisant. Oui, puis là, je dis, écoute, peux-tu. Je me sentais mal encore. Je dis, elle va faire la pré-consulte avec la cliente. Fait, je dis, peux-tu juste comme casually essayer de savoir. J'ai vu qu'il t'a écrit que vous connaissiez, docteur, tu sais, vous connaissiez de comment, par curiosité. Puis là, je dis, tu lui demandes ça. Elle dit, voyons, je peux pas demander ça. Je dis, mais demande ça, là. Puis comme ça, tu vas pouvoir m'aider. Parce que je vais te gager que c'est quelqu'un que j'ai rencontré une fois dans un party à Halloween. J'étais déguisé en clown. Puis elle se rappelle de moi. Puis pas moi, tu sais. Fait que je dis juste. Puis là, finalement, elle revient de sa préconsulte. Puis elle me dit, OK. Elle dit, elle t'a rencontré une fois. dans un mariage. Je suis comme, bah. Là, je dis, de ton amie Julie. Voyons, non, mais Julie s'est mariée en 1998, je pense. Ça fait 25 ans. Je suis comme. Puis là, elle dit, aussi, elle t'a rapporté un CD que tu lui avais prêté. Fait qu'elle m'a rapporté un CD que j'avais prêté il y a 25 ans dans un mariage. Puis je trouvais ça juste drôle parce que c'est un peu... il y a 25 ans aussi, on se voyait plus souvent un peu. Puis c'était avant que tu partes, parce que là, tu viens de dire promo 96. Ouais. Donc, je salue mon amie Julie aussi, qui est infirmière, d'ailleurs, qui travaille en médecine en humaine, qui est infirmière au Jewish depuis 25 ans. Donc, tu as fini en 96 dans ma promo avec tant d'autres personnes. On était 2 ans avant vous. Puis, tu as travaillé en pratique privée dans les animaux de compagnie. Ouais, j'ai fait un internat aussi. J'ai fait mon internat. Oui, ton internat, évidemment. J'ai fait mon internat. Pour ça, j'ai été travailler. Moi, j'étais pas à la chambre, mais je travaillais aux soins intensifs comme étudiant de 2-3e quand toi, tu étais à l'internat avec Marc-André Danjou, Charlotte, Fred. Hey, mais juste avant l'internat, là, quand on était dans la même classe, il y a un moment mémorable que je sais pas si tu te rappelles. Non, mais un moment mémorable. C'est drôle que moi, j'en vois plus qu'un, mais... Effectivement, c'est truffé. Là, mais il y a une fois où tu t'étais foutu de ma gueule. Lequel? Là aussi, on peut y aller. mais que moi, qui m'a marqué parce que c'était... Puis on était dans le corridor de l'hôpital des petits animaux avant qu'il soit remodelé. Puis il y avait Rocky Dufrichia qu'on peut saluer, là, qui m'avait un peu engueulé parce que je voulais traiter un chien en chimio. Mais j'étais étudiant de 4e, là, finissant. Puis à ce moment-là, le pronostic n'était pas bon. Le chien avait probablement mésothéliome. Là, puis
Puis Rocky, ça marche pas, le pronostic est pas bon, il va mourir de toute façon. Puis tu sais, il m'avait un peu comme, en tout cas, parlé dans le casque. Puis Nick est observateur dans le corridor, puis il disait rien. Puis là, une fois que Rocky tourne les talons, puis s'en va, tu dis, ta ferme ta gueule de Lorimier? Ça a été juste ça, ta phrase. Ta ferme ta gueule de Lorimier? Puis là, je t'avais regardé, puis j'avais juste des insultes qui me venaient. Puis t'avais tourné les talons, toi aussi, puis là, j'étais tout seul dans le corridor, après avoir fait rire de moi et m'être fait écoute, Rocky en avait, je me rappelle, à un moment donné, il avait ramassé dans le joue, là, qui voulait, je sais pas trop quoi faire quoi, puis il avait dit, hey, le grand flamou. Fait que, Marc-André était interne, qu'est-ce que tu veux dire? Quand vous étiez co-interne. Ouais, ça, c'est dans le temps que Rocky allait fumer dans son bureau en cachette, puis qu'il pensait qu'on le savait pas. Tu cognais à la porte, puis là, il fallait qu'il ferme la fenêtre, qu'il tire le rideau, qu'il éteint sa bouche. Le cardiologue qui fume, c'est quand même comme l'oncologue qui se fait griller, là, tu sais. Mais moi, j'ai été impressionné parce que quand je suis rentré en 94, toi, tu étais le président de l'asso étudiante. Ouais. Lui était le président du café. Lui était le contre-pouvoir. Il était le président du comité café. J'aimais ça parce que c'était le seul qui pouvait challenger ton autorité suprême. Là. Parce que le café était comme une république indépendante à l'intérieur de l'asso. Là. Exactement, des mercenaires. mais d'ailleurs, il y a un autre point parce qu'il y a un point qui vous unit, qui est que vous êtes probablement deux parmi très peu de Québécois francophones que je connais qui ont des middle names, là, tu sais. Toi, c'est Eric Norman Caldwell. Eric Norman Carmel. Puis toi, c'est Nicolas David Hamelin. Ben, tu sais, il y a John F. Kennedy, tu sais, Nicholas D. Hamlin. Je trouve pas que ça fait cool. Non, moi, j'ai un vrai nom composé. Mes parents sont allés mettre un trait d'union, mais donc, ça vous unit. Mais il y a d'autres choses qui vous unissent. Puis peut-être qu'on aura la chance d'en parler un petit peu plus tard. Mais il y a une chose qui nous unit, à part d'être dans la même classe, c'est quand il y a vu, je sais pas si tu te souviens, le souper de quand on graduait, puis notre famille était là. Puis on se faisait remettre un petit trophée, là, qui était un gant en latex fourré avec la mousse. Oui. Souper de graduation. Oui, nos familles étaient là. Puis nos familles étaient là. Écoute, je me souviens pas, mais je me rappelle l'espèce de gant. Il y avait un gant, puis il était écrit, tu sais, mettons, tu sais, des fois, c'est celui le plus susceptible dans 10 ans d'être des nouvelles, des affaires de même. Mais nous, c'était genre la plus, je sais pas moi, la plus bruyante en classe, ben, c'était Sonia Laurando parce qu'elle riait fort de ça. Puis, tu sais, tout le monde avait son affaire particulière à lui, puis individuelle, tu sais. Mais nous deux, on avait exactement la même affaire. Qui disait c'était la plus grande gueule de la classe, tu sais. Puis je suis comme, ben, la plus grande, mais il y en a deux. Ouais, on savait pas départager. Puis les deux, on était frus, là, parce qu'on était, mais voyons, tout le monde a quelque chose d'individuel, nous deux. C'est ça, on a la même affaire. Puis l'autre point qui nous unit, ben, on en a parlé dans un autre épisode, où est-ce que, je pense, dans le pilote, là, que n'écoutez pas, s'il vous plaît. Si c'est votre premier épisode, ne retournez pas au pilote. Allez direct numéro 2, mais on parle du fait que quand on sortait de la classe, les examens, soit Claude, toi ou moi. Ouais. Puis c'était un genre de petite bataille à trois de qui va finir en premier puis sortir en premier. Puis c'était souvent toi, j'avoue, là, tu sais, ce qui explique le reste de ton trajet. Donc, internat... non, mais attends, mais pourquoi médecine vétérinaire au départ? Ouais, pourquoi? C'est une bonne question. Tu sais, moi, je connaissais pas vraiment beaucoup la médecine vétérinaire. Mon oncle, ma tante, par contre, était vétérinaire, mais ma tante est pathologiste vétérinaire. On s'entend que... Attends, mais donc c'est qui? Moi, je sais pas. Nicolas Hamelin, que je salue beaucoup. Ouais, Nicolas Hamelin. Qui travaillait pour le MAPAC, c'est ça? Non. Elle travaillait chez... Ben, tu sais, dans l'épisode avec Hélène qui a travaillé chez CTBR, là. Ouais. Avant, ça s'appelait BioRecherche. Après ça s'appelait Clinical Trial by Research, qui était CTBR. Pour ça, maintenant, c'est rendu Charles River. Ma tante est pathologiste, fait qu'elle a travaillé toute sa vie ou à peu près là-bas. Mm-hmm. Mais je pense qu'avant, elle a fait de l'abattoir et tout, là. Mais bref, elle a travaillé une grosse partie de sa vie. Fait que j'étais pas vraiment de la pratique privée. Son conjoint, qui lui avait travaillé en pratique privée, après ça, travaillé au gouvernement. Mais tu sais, ce qu'il disait, c'est que dans les années 70, la pratique privée, il dit, tu prenais une prise de sang, là, puis là, tu venais de topper le diagnostic que tu faisais. Là. Non, mais c'était ça. Un peu Delta Albaplex. C'était Delta Albaplex. Écoute, je salue Raymond Place, Delta Albaplex. Mais ouais, on salue Raymond chez qui tu as travaillé, mais Delta Albaplex, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est comme un ramassis de tout. C'était une pilule dans laquelle il y avait un antibiotique qui était de la doxycycline ou de la tétracycline avec de la cortisone, avec... Il n'y avait pas autre chose. Il y avait 3 affaires. Il y avait un antihistaminique ou il y avait une autre affaire. Il y avait une autre affaire, mais il y avait aussi un produit contre la diarrhée qui s'appelait, je me rappelle plus du nom, mais qui avait toutes sortes, 3-4 antibiotiques à faible dose avec des... Mais bref, fait que... Pourquoi je suis allé en médecine vétérinaire? Je savais pas trop ce que je voulais faire. Ta tante et ton oncle étaient vétérinaires? Ouais, c'est ça. Un couple.
Un couple. OK. Qui sont toujours ensemble d'ailleurs. OK. Il s'appelle Michel Bourg, je le salue aussi. On les salue les deux. Puis, donc, elle était une des premières femmes vétérinaires, peut-être au Québec, dans les premières cohortes. Ou pas 60, non, mais 78, j'aurais tendance à dire. Là. Fait que c'était pas une. Mais on s'entend que c'est dans le temps qu'il y avait une équipe de hockey par niveau. Là, fait qu'il n'y avait pas beaucoup de filles quand même. Là, mais c'est ça. Elle a fait sa résidence à la fac en Pato? Je sais pas si elle a fait une résidence. C'est une bonne question. En même temps, c'est pas elle l'invité, c'est lui. Là, oui, non, t'as raison. Mais bref, je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Fait que la médecine vétérinaire, moi, j'avais appliqué en médecine, en médecine vétérinaire. Tu sais, j'ai fait mon cégep, puis comme beaucoup de gens, j'ai peut-être... Tu sais, j'avais pas des mauvaises notes, mais j'avais pas les notes stellar. C'est ça, exactement. C'est quoi être majeur. Fait que, vacciné. Quelle belle période, le cégep. J'ai fait une année de biochimie. Puis là, en biochimie, j'étais un peu plus sérieux. Fait que là, j'ai scoré. Pourquoi? Parce que la moitié de la biochimie, ce que ça savait pas, c'était des gens qui erraient. Là. Fait que c'était facile d'avoir une bonne cote. Les gars, je suis désolé. J'avais oublié d'éteindre mon téléphone. Juste voyons donc. Juste un moment, monsieur. Je vais juste introduire. Un moment, monsieur. Je sais pas qui vous êtes, mais c'est parce que je sais que vous ne nous entendrez pas bien, là, mais juste une seconde, monsieur. C'est juste qu'on a un appel. C'est vraiment. Quel mauvais théâtre. C'est Mathieu de Belleuil. C'est pas. Mathieu de Belleuil, ça fait tellement longtemps qu'il ne sait pas. Mais, non, je pense qu'il a décroché Mathieu de Belleuil. J'ai dit en début d'épisode que tu avais une chose surprise qui vous unissait, vous deux, oui. C'est que vous êtes deux Québécois francophones avec des middle names. Là. Mais cette personne-là aussi en a un middle name, mais il ne l'utilise pas, lui. Donc, il n'est pas aussi hautain que vous de ce côté-là. Mais il y a une autre chose qui vous unit avec cette personne-là. C'est que moi, cette personne-là, ça s'en vient, monsieur. Personne-là, ouais. Je ne l'ai pas vu se fâcher souvent dans sa vie, cette personne-là. Tu sais, contre des gens ou à propos d'une personne qui dit quelque chose ou qui fait un geste répréhensible. Mais je l'ai vu se fâcher puis devenir rouge du visage envers vous deux. Individuellement, pour deux choses complètement mon Dieu, différentes. Je suis vraiment intrigué. Est-ce que vous savez c'est qui? Non. Ah, pourtant, il est écrit juste là. OK, monsieur, vous pouvez parler et expliquer maintenant. Oui, allô, on m'entend? Belly sur main libre. LP, Belly sur main libre. Il est sur main libre. C'est Mathieu de Belleuil. J'appelais pour me plaindre. Je trouve ça inadmissible que l'Université de Montréal, le peuple québécois, ait investi autant de temps, d'énergie et d'efforts dans l'éducation de Nicolas D. Hamelin, et que celui-là gaspille son énergie, sauver quoi? Des humains, alors des mains d'humains, hein? Pour être beaucoup plus utile à la société en vidant des glandes anales, ou en sauvant le monde un derrière de vache à la fois, comme moi, là, c'est inadmissible. Je t'aime quand même, Vincent. Est-ce qu'on peut dire... puis l'autre personne, tu n'es pas obligé d'y parler parce que, je veux dire, tu connais Eric, puis tu es venu déjà sur le podcast, mais on peut mentionner quand même la fois quand même. Oui, il te salue, puis il disait, quand il t'a corrigé quand tu as dit des humains pour dire des mains d'humains, mais il fait plus que des mains. Oui, je sais bien. Oui, effectivement, j'ai moi aussi un nom du milieu, mais je m'en sers pas parce que j'ai un niveau de se prendre au sérieux. T'as honte de tes origines, c'est ça? T'as honte de tes origines, qu'on dit. Oui. Non, c'est pas ça. Non, tu fais probablement référence à l'épisode... écoute, moi, je me rappelle de Nicolas Hamelin comme d'un super bon gars qui avait une coupe champignon. Ça, au début, ça commence de même. Il a peur de la suite. Il pleure avant le pot, hein? Oui, c'est ça. Non, un gars qui avait une coupe champignon, des lunettes puis une baby face. Là. Exactement. Il y a juste la coupe champignon qui est plus là. Plus de cheveux. Là. Puis je pense qu'il s'est fait faire la zik aussi. Il avait l'air à peu près de 12 ans là, à l'époque. Non, c'est ça. On se souvient de ces années-là où nous étions tous aux études. On était dans la jeune vingtaine. Des gars qui imbus de leur importance. Puis je me rappelle qu'il avait fait un commentaire un peu... probablement un peu mal choisi, mais il n'y a rien d'effrayant, là, parce que je portais un coquelicot à la boutonnière. Ça t'en revient-tu? Pas en tout. Ça y revient pas, hein? Je l'ai tellement dit. Ça m'a probablement plus marqué que lui, mais c'est ça. Il m'avait dit « Ah, Caldwell, un coquelicot, c'est quoi, c'est niaiseux, ça. » De toute façon, tout ce monde-là qui sont partis à la guerre, ils ne savaient même pas pourquoi ils allaient là. Bon, il n'y avait peut-être pas un ton aussi demeuré que ça. C'est comme ça que je l'avais reçu. Puis moi, en tant que jeune bouillonnant, fier de ses opinions, je l'avais carrément pogné par le collet, puis je l'avais accoté dans les casiers de salle de lunch qu'on avait, puis j'avais dit
sauras, Hamelin, là, que c'était peut-être tous des sans-dessins qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et ils sont morts. Puis la moindre des choses que tu puisses faire, c'est de te souvenir d'eux. Puis c'est ça l'idée du jour du souvenir. Écoute, je me souviens pas tout de ça. Il se souvient pas de ça, mais je peux te dire, il a l'air d'avoir changé, Vincent. Ben, c'est parce que t'as peut-être eu un choc post-traumatique. Nicolas, à ce moment-là, au lieu d'être un cave semi-agressif puis sûr de ses idées comme moi, il avait tout simplement dit, puis je trouve que c'est un témoignage de sa grandeur comme personne. Il avait dit « Ah, ben là, excuse, Caldwell, je pensais pas que tu prenais ça si au sérieux, là. C'est correct, je m'excuse, là. » Puis ça, honnêtement, là, c'est la preuve d'une grande personne là, pour laquelle c'est plus important d'être humaniste puis sensible aux autres puis d'avouer une petite erreur que quelqu'un comme moi qui était à cette époque-là. Ben, c'était peut-être aussi pour te... limite agressif. Fait que j'aimerais bien que mes enfants réagissent comme ça. C'était peut-être pour challenger aussi. Dans ce temps-là, moi, j'aimais ça, juste être challengeant pour être challengeant. Est-ce que tu entends ce qu'il dit, Vincent? Oui, j'entends. Il dit que c'était pour te challenger un peu. Probablement, là. Mais justement, sauf que, devant une réaction un petit peu vive de ma part, il n'a pas escaladé, puis il a réagi correctement. Fait que c'est un bon souvenir que je garde de lui, justement. Puis je me sens à la limite un peu coupable, moi, d'avoir utilisé de violence gratuite. Oui, mais il n'y avait pas eu, j'étais témoin de la scène, je me souviens bien, il n'y avait pas eu quand même, ça n'avait pas escaladé. Puis Éric, est-ce que tu te souviens la fois où Vincent était fâché contre toi? Non, j'ai pas non plus. Donc, Éric ne se souvient pas de l'interaction où tu étais fâché contre lui. Tu t'es fait ramasser d'un casier, toi aussi? Oui, je vais faire ça rapidement parce que je suis en ce moment entre deux appels. Là. Oui. On m'attend pour opérer il est de garde, puis il doit aller réduire une caillette, là, puis il est dans une zone où la réception est plus ou moins bonne, qui m'a dit ça. Sais-tu que nous, on l'entend, par exemple? La réception cellulaire est potable. Non, c'était à l'époque, nous étions en médecine vétérinaire en 1995, j'étais en dernière année, puis Éric devait être en quelle année, Éric Normand-Carmel? Je devais être en première. Quand toi, t'étais en quatrième, moi, j'étais en première. Oui, puis Nicolas et Philippe, nous, on était en deuxième. En troisième. Ouais. En troisième, OK. Puis, c'était la campagne référendaire pour le référendum de 1995. J'étais à l'époque, moi, un convaincu, un souverainiste convaincu, puis j'allais voter oui. Puis il y a eu une petite soirée de débat qui a été organisée au Café étudiant. Puis Éric avait eu la bonne idée. A eu la bonne idée de faire une projection du film Le Temps des bouffons pour mousser la ferveur souverainiste. Puis moi, tu sais, je suis demi-anglophone, demi-francophone. J'étais un convaincu pour le oui, mais j'aimais pas tout le côté identitaire, revanchard, anti-anglais qu'il y avait dans certaines franges du mouvement souverainiste. Puis là, lui, il nous montre ce film-là. Qui est un petit peu biaisé quand même. Là. C'est ça. J'aime beaucoup Pierre Falardeau. Là. C'est quelqu'un que... Il a quand même fait un film sur Delorimier, fait qu'on peut pas... Oui, c'est ça. Puis pour vrai, j'adore Pierre Falardeau, son franc-parler, entre autres. Mais tu sais, il y avait des lignes très, très rassembleuses du type... Au Ghana, les pauvres mangent du chien. Ici, c'est les chiens qui mangent les pauvres. Après ça, ils se surprennent qu'on en mette un dans une valise de char de temps en temps. Pour moi, ça reflétait tout ce qu'il y avait à abandonner dans le mouvement souverainiste, l'espèce de haine envers les Anglais. Puis je m'étais encore une fois choqué, sûr de mes opinions. Puis je m'étais emporté contre Éric. Puis j'y avais dit que si on perdait le référendum 1995, c'était à cause de monde comme toi. Puis tu sais, Éric, au lieu, comme Nicolas, au lieu de se choquer puis de me prendre en grippe puis de me détester pour le reste de ses jours, en tout cas, il le fait peut-être, mais secrètement. Au contraire, on était restés amis puis on a eu beaucoup d'échanges puis de joutes verbales agréables au fil des années. Là. Fait que, finalement, on est Vincent, un peu sanguin quand on a cet âge-là, puis on vieillit, puis on devient plus récent. Finalement, Vincent, c'est peut-être toi qui as besoin de anger management ou quelque chose. Oui, probablement, mais bon, c'est ça. J'étais un jeune Christ de sans-dessin à l'époque. Maintenant, nous l'étions tous. Oui, on l'était tous. Mais Vincent, je te remercie beaucoup de ta participation parce que je voulais juste... Mais moi, je suis content qu'il ait cheminé puis qu'il réalise qu'aujourd'hui, que Le Temps des bouffons, c'est un chef-d'œuvre. C'est ça. Moi, c'est ce qui me fait plaisir. Fait que, je m'en porterai pas de nouveau. Je t'invite à aller retourner une caillette dans le bon sens. Et puis, je te remercie de ta participation parce que c'était à brûle pour point. C'est ce matin que j'y ai texté hier soir. Puis ce matin, il m'a répondu tôt. Puis j'ai envoyé un message vocal y expliquant pourquoi je voulais qu'il vous unisse. Ben, on le remercie pour sa grande disponibilité entre deux caillettes. Ben, salut les gars. Puis, salut Vincent. Bon souvenir de la belle époque. Bonne journée de garde. Époque, effectivement. OK, bye. Bye. Salut.
Mais moi, je voulais pas le retenir, mais parce que ça c'est une autre affaire aussi de... C'est parce que, pour vrai, je vais juste revenir, c'est que je me souviens, quand on a invité... Oui, on est en début. Continue, c'est le temps d'ouvrir ta petite glacière parce que... Parce que là, si tu continues à parler, j'apprendrai jamais ma bière, fait que tu comprends que... Bill Boquet! On est allé fort. Alors, on voit que Dr. Hamelin, c'est ça. Dr. Hamelin a apporté une bière, donc du Bill Boquet, qui est la microbrasserie de Saint-Hyacinthe, ou en fait la première, je ne sais pas s'il y en a une autre maintenant. Ça s'appelle Montrégius, en passant. Montrégius, s'il te plaît, et c'est marqué Saint-Bruno de Montarville. Ah oui, elle est brassée à Saint-Bruno? Non, mais Montrégius, c'est Saint-Bruno. C'est une des Montérégiennes. Tu comprends que Saint-Bruno, c'est le centre du monde. Hein? Saint-Bruno, ma fille! Comme disait... C'est quoi la devise de Saint-Bruno? Est-ce qu'on le sait? C'est une bonne question, ça. Non, c'est pas... c'est quoi le gentil des gens de Saint-Bruno? Les Montarvillois. C'est Saint-Bruno de Montarville. Alors, nous sommes des Montarvillois. C'est un des bons pièges avec Campi Valencien. Oui, un Campi Valencien, effectivement, de Valleyfield. J'aime ça que tu parles de ça parce que je voulais parler d'autre chose tout à l'heure où est-ce que c'est difficile de comprendre des fois comment ce mot-là est arrivé à naître, là. Parce que Montarvillois, on peut comprendre, c'est de Montarville. Merci beaucoup. C'est moi qui parle de ça. Vu qu'on en a deux, on peut partager. Puis là, en plus, on peut ouvrir l'autre pour en avoir vraiment un petit peu plus. Puis il est 5 heures de toute façon PM. Pour une fois, tu ne seras pas déçu de la quantité que tu vas avoir dans ton verre. C'est ça, j'ai l'air du cheapo. Non, mais c'est à chaque fois. C'est moi qui ai fait. On enregistre 3 épisodes. Mais donc, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir apporté ça. C'est la Montrégius. Pour vrai, je pensais que c'était le logo. Moi, je niaisais, je disais Bill Boquet depuis tantôt. Non, mais c'est pas le Bill Boquet, ça. Désolé. Je comprends. De Saint-Bruno. D'accord. C'est donc la Montrégius framboise mûre acidula. À chaque fois, il faut renoter parce que comme c'est rare que les invités amènent quelque chose, puis je trouve que c'est... T'es en train d'ouvrir une porte pour les futurs invités. Ben, je trouve que c'est quelque chose qui doit inspirer les futurs invités. Oui, c'est je trouve que c'est... Je vous lis rapidement, il est écrit bière de blé aux fruits. Je ne me plaindrai pas de ne pas en avoir assez aujourd'hui. Puis ils disent que c'est une bière de blé acidulé brassée avec des purées de fruits naturels. Le tout est arrondi par une touche de lactose et de vanille. Une authentique bière. Santé, merci. Merci beaucoup, Nick. On va goûter à ça. On goûte à ça. Le nez est vraiment intéressant. Très acidulé quand même, hein? Oui, mais le lactose, il vient juste... Le lactose? Il y a du lactose dedans. Donc, c'est un genre de... Ouais, touche de lactose, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est le côté un peu plus rond. Plus sucré qui arrondit un petit peu justement le côté acidulé. Là. Merci beaucoup, c'est très bon, c'est très rafraîchissant. Ça a une belle robe opaque rosée. Puis encore une fois, je remercie Vincent pour sa petite participation. C'était pour faire quelque chose, un lien avec l'épisode aussi d'Émile où Vincent nous a... Puis d'ailleurs, avec Émile... qui était le seul à avoir bu dans le boc de l'employé du mois ou de... Chez Mauss. Salut les frères! Et puis, c'est un boc d'origine, parce qu'Émile, on avait parlé de son père. L'invité du mois, c'est pour ça. Oui, je suis l'invité du mois. Donc merci à il y a une autre affaire qui vous unit avec Vincent, qui, moi, m'avait très marqué comme étudiant de première année, c'est que pendant que Vincent étudiait le BNE, qui était l'ancêtre du NAVLI, dans la salle de pool, là, je me rappelle que tu avais posé une question sur la longueur d'onde de la lampe de Wood. Puis là, c'est-tu 450 nanomètres? Il me semble que oui, ça me dit quelque chose. Mais pourquoi lui aurait demandé ça à Vincent? Parce que Vincent étudiait, je sais pas trop. Puis il étalait un peu ses connaissances de ce qu'il venait d'apprendre, des bactéries, puis tout ça. Puis il avait posé cette question-là. Puis moi, je m'étais dit, tabarouette, dans 4 ans, il faut que je cherche ce genre de détails-là. Ça m'avait un peu traumatisé comme étudiant de première année. Impressionner les nouveaux. Exactement. Carrément inutile, on s'entend, ça sert absolument à rien. Donc, internat en 80. Le pire, c'est que je m'étais dit, OK, il faut que je parle à Eric, il faut qu'on fasse les bios plus courtes, puis qu'après ça, on parte sur des sujets. Mais on peut. Je trouve que ça va bien. Je regarde le temps, très bien. On est vraiment content. Déjà, on a de la bière dans les mains, puis il reste 35 minutes sur l'écran, fait que moi, je suis content. Mais on va rajouter un petit 10 minutes. Mais en sortant de l'internat, donc, qu'est-ce que tu sors de l'internat? Dans les petits animaux, on l'a pas précisé. Les petits animaux. Les animaux compagnie. Là, je me cherche un travail, comme à peu près tout le monde. Fait que j'ai travaillé pour Raymond Place, qui avait une clinique à Candiac, puis il y avait de la salle. École de la vie un peu. On est sorti de là, je pense, comme moi, Louis-Philippe, Marc-André, on cherchait un travail. Puis, Hélène en parlait dans son épisode, on sort de l'école, on connaît rien. Je veux dire, la clinique vétérinaire, c'est une entreprise qu'il faut qu'il soit rentable à la base pour être capable d'offrir les services que tu veux, puis acheter l'équipement que tu veux, puis faire la... Puis nous, on sortait là, fleur bleue. Là, mais on pense qu'on sait ce qu'on va vouloir faire, puis on se rend pas compte aussi de... Hey, moi, j'étais un ultra, là, mon collègue, Dr. Place, qui prescrivait antibiocortico. Non, moi, j'étais pas de même, là.
Non, jamais j'allais faire ça. Mais à la fin, tu te rends compte, peut-être lui qui avait raison parce que le client ne veut pas revenir. Le client, il veut qu'on règle. Ça, c'est l'expérience. Il y a des cas. Clairement. Ouais. Il y a des cas où je me rappelle d'une visite dans des cliniques où il faut que tu donnes une injection dans le temps. Là. Pourquoi? Parce que le client doit le faire, puis là, il a l'impression que. Le client, il voulait une piqûre, puis moi, j'ai dit non, moi, si j'en donnais pas, j'en donne pas, puis il m'appelait l'Ultra, là. Mais ça a été une école un peu, puis là, c'est ça, c'est le reality check, là. C'est faut que tu sois rentable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, je me rappelle encore la consultation. Moi, j'ai travaillé en 1997. Première année que je travaille. La consultation à l'hôpital vétérinaire La Salle, c'était 24 plus taxes. Puis il y a des gens qui arrivaient avec genre 27 et quelques qui étaient 24 plus taxes. Ouais. Fait que tu examines l'animal, puis tu trouves. Puis là, tu fais l'imposition des mains parce que, je veux dire, on ne traitait rien avec ça. Avec une consultation, tu ne traitais rien. Et là, je veux dire, à la faculté, on s'entend que souvent, quand le client n'avait pas d'argent, ben comme on occultait un peu la facture, les rabais académiques. C'était n'importe quoi. Là. On trouvait des sous pour la recherche. On chargeait pas au client. Puis on faisait un peu ce qu'on voulait sans trop charger. Le but, c'était ça venait d'une bonne fond pour aider le patient, pour aider le client. Mais là, puis d'enseigner. Oui, puis d'enseigner. Tu arrives dans la vraie vie où est-ce que ça marche pas de même. Là. Je veux dire, il y a des comptes à payer, il faut que tu payes ta technicienne, il faut que tu payes ton électricité. Et ça a été un peu... ça a été un reality check. Exactement. Puis, c'est ça. Moi, je dois avouer que... T'as moins aimé ça, ce bout-là, ou... Je me voyais pas faire ça dans 30 ans, pas de la façon que je le faisais. Raymond, il avait commencé à faire son MBA, il faisait ça à l'Université de Sherbrooke. Puis moi, Raymond, qui est un très bon vulgarisateur, puis on l'entend encore à la radio. Il fait des... je le salue. J'ai travaillé dans cette pratique-là. Moi, j'ai travaillé à Candiac avec lui un petit peu dans le temps. Mais Raymond, c'est ça. Lui, il avait compris ce que moi, j'avais pas compris au début, c'est que la clinique, c'est une business, puis il faut que ta business, ça soit rentable. Puis après ça, une fois que tu es rentable, là, tu peux faire plein de choses. Tu peux t'acheter une nouvelle machine à radio, tu peux t'acheter un analyseur de sang, mais il faut que tu sois rentable à la base. Puis, tu sais, il regardait des chiffres comme l'imputation moyenne par client. Puis, tu sais, Hélène qui parle un peu de business, Raymond, il y a 25 ans, parlait de l'imputation moyenne par client. Puis, on regardait comment on chargeait par client pour savoir si on était rentable ou non. Moi, je dis, moi, j'étais au-dessus de ça. Là. Je veux dire, je faisais pas ça. Mais ça t'est un peu... ça m'a rattrapé. Fait que moi, j'ai dit, moi, je veux faire autre chose. Fait que j'ai commencé à faire mon MBA à temps partiel. Puis je suis allé travailler en recherche. J'ai lâché un peu la pratique pratique privée pour aller en recherche. Mais tu es allé en résidence, en fait. Tu dis en recherche. J'ai commencé. Tu as commencé une résidence de l'ACLAM, là? Oui, j'avais. Le ACLAM, tu sais. l'ACLAM, American College of Laboratory Animal Medicine. J'avais commencé à ITR, qui était le compétiteur de CTBR, mais beaucoup, beaucoup plus petit. Là. Ils cherchaient comme un clinicien. Moi, j'applique, je connais rien de rien. Dans la recherche préclinique. Rien, non, mais je veux dire, il y avait des chiens, c'est correct. Des singes, je connaissais rien là-dedans. Des lapins, des rats et des souris. OK? Je connaissais rien là-dedans. Je me rappelle même, j'avais appelé Jean Gauvin, un moment donné que vous avez eu à lire. On salue, oui. Puis je me rappelle encore du Bird Bend Back. C'est ça qu'il avait dit dans son cours, Bird Bend Back. Oui, ça dit quelque chose. Bird Bend Back. Fallait que tu donnes ça. Bref. Des fois, j'appelais parce que je connaissais rien là-dedans, mais 0. Puis moi, j'avais découvert le milieu des vétérinaires qui faisaient de la recherche, qui étaient en animaux de laboratoire. C'est une communauté quand même plus grande que je pensais. Ouais. Puis les gens étaient super gentils pour m'aider. Ta tante te guidait un peu là-dedans? Ma tante est pathologiste. Ma tante, elle travaille en dessous d'un microscope, fait qu'elle ne fait pas du tout de clinique. Puis on s'entend, c'est du préclinique. Hein? Fait que du préclinique, tu ne veux pas savoir si le médicament est efficace, tu veux savoir si le médicament est toxique. Fait que tu as souvent des différentes doses. Puis, tu ne peux pas traiter vraiment l'animal parce que, je veux dire, le but, c'est de savoir s'il est toxique. Fait que si ça ne marche pas, ben finalement, il va finir euthanasié. Puis, fait que, c'est ça. C'était un milieu que je ne connaissais pas, que j'ai appris. Il y avait Hélène Eon. Moi, j'ai travaillé quelques années avec elle. Hélène Eon, qui était au CHUM. Mais ça faisait toute partie des gens que j'ai découverts, qui m'ont aidé un peu. Moi, je dis, je ne connaissais rien. Mais j'ai travaillé là 2 ans, au moins 2 ans et quelques. Là. Puis là, c'est ça, je m'étais dit, si je continue là-dedans, il faut que j'aie une formation. C'est là que tu es rentré en résidence. Fait que là, j'ai appliqué. Mais j'avais appliqué à 2 places. J'avais appliqué pour une compagnie américaine qui s'appelait Bioport, au Michigan. J'avais été passer une entrevue, ils m'avaient offert le travail comme vétérinaire. Eux autres, ce qu'ils faisaient... Tu faisais une résidence sur le tas? Non, c'était... je veux dire, j'avais appliqué à différents endroits. Tu sais, le shotgun approach, tu appliques à différentes choses. Bioport, c'est une compagnie qui faisait les vaccins d'anthrax pour l'armée américaine. Mais chaque batch devait être testé, puis il y avait ils faisaient ça sur des lapins de mémoire. Fait que c'est triste, là, mais pour savoir si la batch marche, c'est que tu inocules l'anthrax. Fait que c'était un niveau 3, ce labo-là. Biosafety niveau 3. C'était où?
C'était au Michigan, Lansing, Michigan, qui est une ville super grise et moche. Ben oui, il y a l'université puis l'école vétérinaire, d'ailleurs. Mais c'est pas beau. En tout cas, bref, fait que là, écoute, je m'en vais appliquer là-bas, je fais la visite, j'ai même reçu ma première dose de vaccin parce que même moi, pour rentrer, travailler là, il fallait que je sois vacciné contre l'anthrax. D'une batch qui avait été testée avant, je t'espère. Mais tu sais, puis là, en même temps, je veux dire, je reçois j'avais appliqué à Davis. Puis moi, j'étais dit non, j'applique à une place, c'est UC Davis. Là. Je m'en vais faire l'entrevue là-bas, les gens super cool. Je reçois ma réponse, ils m'acceptent là-bas. J'avais le travail aussi à Bioport qui t'avait pris. M'avait pris. Ouais. Puis là, j'ai décidé, non, je m'en vais en Californie. Fait que j'ai tout sacré ça là. Puis là, j'avais envoyé ma lettre à la RAMQ, à la SAQ. Je quitte le Québec pour toujours. Adieu, mon ingrat, je vous quitte. Parce que je voulais juste pas payer de l'impôt. Tu voulais pas être à deux endroits. Je voulais pas être à deux endroits. Fiscal de deux pays. Mais non, mais moi, d'après moi, d'après moi, je quittais pour la vie. C'était fini. Là. Fait que là, je commence là-bas. C'était assez rustique quand même si c'était UC Davis. Là, UC Davis, tout le monde parlait de ça. Disons c'était assez rustique. Ouais, c'était rustique. C'était Sacramento. C'était pas Sacramento, c'était Davis. Davis, une banlieue de Sacramento. Ouais. Ah, mais la ville, tu parles pas nécessairement de l'université. Aussi. Il y a l'air de parler de l'université. Là. Ils ont été en probation pendant bien des années. Puis c'est là que j'ai compris que la probation, tout comme ça a été à Saint-Hyacinthe, c'est un élément politique pour avoir de l'argent, financement de l'État. C'est un levier. Parce que Davis est quand même considéré comme un Ivy League là, des côtés vétérinaires. Ouais, puis je veux dire, en médecine vétérinaire, c'est vraiment Davis. C'est un gros nom. Cornell Davis. C'est le top. C'est un gros nom, il faut le dire. Là, il y avait le programme de transplantation de reins là-bas. Pourquoi? C'est parce que ça avait commencé, ils testaient des anti-rejets. Puis le projet, c'était de tester des anti-rejets, mais les gars étaient devenus super bons à greffer des chats. Puis c'était leur modèle animal. Reins, le chien ne marchait pas. Le chien, c'était pas un bon modèle. C'est vrai qu'une question antigène, ça ne marchait pas. Bref, le chat. Ils en ont fait, mais c'était pas, pour tester les anti-rejets, c'était pas un bon modèle animal. Pour tester, oui. Puis là, ils avaient utilisé le chat, puis les gars étaient devenus assez bons à faire des... Fait que là, ils avaient parti leur propre programme, mais il fallait que tu t'engages à adopter le donneur. Puis eux autres, c'est des gros chats jaunes. Ils m'avaient dit, les meilleurs, là, c'est des gros chats jaunes. Ça, là, c'était des bons donneurs de reins. Bref. C'est intéressant parce que comment la recherche avait... préclinique a amené une application clinique en médecine vétérinaire. Moi, il y en a beaucoup d'exemples comme ça. C'est du One Health d'une belle façon. Là, Moi, j'étais dans ce qu'on appelait l'Animal Resources Service, qui était la place où ils faisaient la recherche un peu. Il y avait même Jackson Lab qui avait qui louait comme des locaux là-bas, là, où il y avait des souris. Mais tu sais, c'est un... Puis il y avait le Primate Center. Là, ça, c'est comme des joyaux de la recherche aux États-Unis. Là. C'est pas connu trop, le réseau des Primate Center. Pas qu'il arrive des pigeons et ça. Mais il y en avait plein, là. Moi, j'avais été au... En tout cas, ça s'appelait le California Regional Primate Research Center. Là, surtout en Californie, en plus, là, tu sais. Là-bas, dans les dossiers médicaux, tu n'écrivais jamais le nom de quelqu'un parce qu'ils pouvaient tout faire du FOIA, là, du Freedom of Information Act. Fait que c'était « Case was discussed with, mettons, PL ». Tu disais jamais c'était quoi. Puis ce qu'on faisait là-bas, mais c'était les singes, c'est super méchant. Là. Ils n'arrêtaient pas de se manger puis de se bouffer des doigts. Fait que fallait que on amputait plein de doigts. Là. Mais bref, ça a été, je dis mais là, ça t'a formé, ça t'a dirigé vers la main, là. Non, mais gars, j'ai fait ça 1 an, puis là, en plus, on s'en va à Berkeley, il y avait UC Berkeley, où est-ce que là, tu avais plein d'activistes, mais ils ont quand même à Berkeley, ils ont des facilités pour faire de la recherche animale. Ils ont où il y avait, en tout cas, là. En tout cas, il y en avait quand j'étais là. 25 ans, en 2001. D'ailleurs, j'étais là, septembre 2001, j'étais... Ah, t'étais aux États-Unis. Moi, j'étais aux États-Unis en septembre. J'ai appelé ma mère pour dire que j'étais vivant, là, puis qu'il y avait... Davis n'est pas un prime target. Champaign, Illinois, il n'était pas non plus. Bref, c'est ça. Puis là, je me suis aperçu que c'est quand même un milieu difficile où est-ce que c'était toujours... les gens, ils disent jamais ce qu'ils font dans la vie. Tu peux pas dire « je suis un vétérinaire de laboratoire ». C'est un vétérinaire... Parce que c'est un petit peu... C'est péjoratif. Ouais. Tu as été là combien de temps? 1 an. Tu as fait 1 année de la résidence. J'ai fait 1 année, puis j'étais supposé faire ma 2e année à San Diego parce que tu pouvais... Eux autres, qui étaient quand même... campus, oui. Il y avait plusieurs campus. Je veux dire, c'est que tu t'es un peu délocalisé dans le sens que tu faisais ça un peu où tu voulais. Puis le deal, c'est que moi, c'est que je pouvais aller à UC San Diego finir là-bas. Là, je suis rentré en médecine. Là, je n'étais pas trop sûr de mon choix. Tu sais, je veux dire, c'est difficile de dire que tu es vétérinaire de laboratoire dans un monde où tu peux jamais dire ce que tu fais parce que les gens te regardent. Mais c'est vrai, nous, on a essayé d'inviter, parce que nous, on essaie de couvrir tous les aspects, on a essayé d'inviter des gens de laboratoire, puis ils ont tous décliné en disant... Pour cette raison-là. Moi, je peux pas mettre ma face sur une affiche. Moi, j'ai vu ça, puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Moi, j'avais déjà commencé mon MBA avant, parce que j'avais commencé mon MBA à McGill le soir, pendant que j'étais vétérinaire ici. Puis moi, mon but, c'était de
c'est clair que la pratique vétérinaire de coin de rue, que je pense qui est très difficile, comme tu disais, c'est hyper difficile parce qu'il faut que tu saches tout. Fait que moi, j'ai dit c'était pas pour moi. Moi, je voulais faire de la gestion. Fait que je me dis, je vais aller faire mon MBA. Au Pierre-Élie, je vais faire un PhD là-bas, mais je veux être un genre de gestionnaire. Puis là, je regarde un peu c'est quoi les options. Là, je n'étais plus trop sûr. Fait que j'applique en médecine, puis ils me prennent. Fait que là, j'ai eu... Pendant que tu étais appliqué de là-bas. Ouais, j'ai là-bas. J'ai eu des, tu sais, les premiers mois, les premières semaines, les premiers mois, t'es là, tu te dis, ouais, c'est difficile, c'est difficile. C'est tout ça, je vais faire le restant de mes jours, là. Mais aussi, tu t'exportes à une place, peut-être que tu voulais vraiment y aller, mais il y a des moments où, même si parce que tantôt tu disais, je voulais bye-bye, je reviendrai jamais, mais tu as le mal du pays un peu, il y a des choses. Mais c'est vraiment pas ça, c'est plus le côté travail. Je me voyais pas faire ça pendant 20 ans, puis c'était pas toi, tu sais, mais. Ça en prend des gens qui faut qu'ils fassent ça. Mais je veux juste revenir là-dessus parce que tu dis, tu sais, ces personnes-là, puis toi, tu mentionnes qu'il y a des invités qu'on a essayé d'avoir. Ouais. Mais quand même, aujourd'hui, en 2023 versus fin des années 90, les animaux, il y en a encore de la recherche avec des animaux vivants. Il y en a beaucoup moins qu'avant parce qu'ils essayent de faire. Il y a beaucoup de modèles, tu sais, ex-vivants. De remplacement. Ouais. Puis quand ils utilisent encore des animaux pour faire des. Ben, ils sont. Leur qualité de vie, puis les comités, puis tout le côté qualité de vie, bien-être animal, c'est beaucoup plus avancé que c'était dans ce temps-là. Puis c'est pas parfait, mais il y a des études où est-ce que les animaux ont, tu sais, des côtés souffrance, puis ça, c'est beaucoup moins pire qu'avant. Non, mais il y a des histoires à faire dresser les cheveux. Moi, j'ai entendu des choses qui n'avaient aucun bon sens. Puis le vétérinaire, souvent, là-dedans, était la personne qui était le chien de garde. Parce que, par exemple, des modèles de douleur, entre autres, c'est d'injecter du formol d'impact de rat. Ou de la ça qui cristallise. Là, ça t'est prouvé, c'est quoi que ça fait, là? Arrête de leur faire, là. Je veux dire, ça a déjà été fait. Créer de la douleur, mais ça se fait plus. Ben, ça, c'était un autre. Plus supposé se faire. Donner de l'analgésique, non, ça va. Il y a plein de choses, je pense, qui ont évolué parce qu'il y avait des chiens de garde qui étaient là. Mais moi, j'avais décidé que c'était pas pour moi. Mais t'es rentré en médecine, finalement, en quelle année? 2002. 2002, OK. Fait que tes cohortes, c'était 4 ans à ce moment-là aussi? 4 ans. Mais attends, mais donc t'es parti aux États-Unis en 2001? 2001-2002. Parce que j'ai commencé en septembre 2002. C'est ton départ, tu sais, tu dis la SAC, l'impôt, tout ça. C'est aussi les parties d'Halloween, parce que toi, t'avais ton loft. J'avais une petite note là-dessus, mais party à son loft. Parce que ça, c'est ce qui a démarré les parties d'Halloween absolument exceptionnels. Ouais, c'est son party à son loft qui a parti ça aussi chez lui. Oui, c'est quand il est parti aux États-unis que Marc-André a dit OK, moi, faut que quelqu'un, quand il est revenu des États-Unis, faut que quelqu'un récupère ça. Fait que là, il a recommencé ça chez eux. Mais... Pour la petite anecdote, c'est que je restais dans un loft. Oui, c'est parce qu'il y a Sébastien Julien qui est là. On se rappelle, faire ça, c'est sûr qu'il avait utilisé la litière pour peut-être être malade. Ouais, ça. Oui, pour la petite histoire, je restais dans un loft sur la rue Saint-Rémy. C'était un énorme. On avait 1200 pieds carrés. C'était bien grand, mais c'était une ancienne usine désaffectée qui était. Écoute, on avait un élévateur, pas un ascenseur, un élévateur. Un bon montage. Tu levais la avec porte. Les portes là, comme à New York, là, les portes qui lèvent de haut en bas. Écoute, c'était quelque chose, ça. Mais c'était cool, ça. C'était parfait pour des parties comme ça. C'était parfait, mais tu vas voir le lendemain, là. Je suis pas sûr. Ça prenait des squeegees. Non, on avait, tu sais, la mop, là, comme à l'hôpital, là. On avait un bucket avec la mop parce que on avait un grand plancher à laver, là. Ça sentait. Mais t'avais un long comptoir que ça avait l'air comme d'un bar, en fait. Non, c'était le comptoir, la cuisine. Là. Il y avait une chaise aussi, une chaise suspendue. Il y avait la balançoire. Ouais, c'est ça. Ah oui, la balançoire. Non, mais ça, c'était... C'est des beaux souvenirs. Le hamac, la balançoire, ouais, c'était quelque chose, ça. Puis c'était des soirées incroyables. Sébastien qui est à côté ici. Ouais, Sébastien qui est là, qui avait baptisé la litière. Non, il était par-dessus. Il était comme... Parce que la litière était comme dans une espèce de raccoin qu'on avait. Puis il était comme couché par-dessus. Dans un garde-robe. Oui, mais c'était un genre de garde-robe, mais il n'y avait pas de porte. Là. Ouais, c'était juste un raccoin, c'est ça. C'est là qu'on a mis Alicia à chat, puis bref. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est là aussi qu'on est allé dormir après l'enterrement de vie de garçon de Marc-André. En sortant de l'entrepôt, on est allé directement chez vous. En autobus scolaire. Ça, c'est assez mémorable aussi. On n'est pas obligé de... On en a parlé même dans l'épisode d'Émile, parce qu'on avait appelé Émile. Quand on était au bar, on avait appelé pour l'entrepôt. Entrepôt, ça pourrait être un bon nom aussi. APEAUX, là, pour ce que tu fais maintenant. Mais parce que tu es souvent dans cette région-là. Mais
Et donc, médecine à l'Université de Montréal? Donc, médecine à l'Université de Montréal. Est-ce que, donc, dans ta cohorte, tu étais le seul ancien vétérinaire? On était 4 vétérinaires, puis un qui n'avait pas fini. Fait qu'il y avait comme 5 personnes. Qui étaient les vétérinaires qui étaient avec toi en médecine? Il y avait Philippe Joubert, qui est maintenant rendu pathologiste à Québec. Il y avait Virginie Houle, qui est maintenant radiologiste, puis Vanessa, qui est maintenant médecin de famille, puis Pierre-Olivier Roy, qui lui, il n'avait pas fini. Il avait commencé sa médecine. Il a commencé, puis médecin de famille à Mont-Laurier. OK. Fait qu'on était quand même beaucoup. Mais il y avait des dentistes, des pharmaciens, la médecine. Beaucoup de gens relocalisés. Exactement, ça fait d'air. Qui sont passés, en fait, qui ont des trajets. Puis, je pense qu'il y avait 2-3 avocates. Oui. Avocats, c'est quand même. Moi, qui ont fait autre chose. Quand je suis rentré en Medvet, c'était comme, c'est soit Medvet ou droit. Là, c'était bizarre comme. Toi, c'est à cause de ta grande gueule. Oui, c'est à cause de ma grande. Oui, mais lui aussi, il aurait pu faire droit. Puis d'ailleurs, ton père. Mon père a fait son droit, mais moi, non, il est décédé en 2008. Fait qu'on va le saluer bien bas. Mais non, moi, ça ne m'intéressait pas, le droit. Vraiment, c'était pas pour moi. Moi, j'aurais été en finance. Faire autre chose, j'aurais fait finance. OK. Mais parcours de médecine, est-ce que je te coupe? Oui, non, vas-y, c'est les mêmes questions. Parcours de médecine, quand on a fait médecine vétérinaire avant, plus facile, plus difficile, frustrant, ça ressemble à quoi comme... Moi, j'avais fait, nous, on avait fait le système de base classique, là, où est-ce qu'on t'apprenait le système circulatoire. Là, tu arrives là-bas, c'est des APP, des apprentissages par problème. Puis là, à un moment donné, l'APP, c'est pour te faire comprendre que le cœur gauche ne pompe pas du côté du cœur droit. C'est comme deux trajets, là. Fait que là, tu dis, OK, ça, c'est correct, ça, c'est check. Là. Après ça, le diabète. Je me rappelle, il y avait une vignette à un moment donné, parce qu'au début, la façon que ça marchait les APP, c'est que tu lisais la vignette, puis là, tu étais supposé aller lire. Puis à un moment donné, là, lis la vignette, puis je dis, ben ça, c'est un phéochromocytome. Là, les autres, ils me regardent en levant le sourcil en voulant dire, maudit fraîchi, c'est quoi qu'il a dit? Là? Bon, pour ceux qui ne savent pas, un phéochromocytome, c'est une tumeur surrénalienne qui produit... de la médulla. De la médulla qui produit de l'adrénaline, des métabolites. Bref, fait que ça fait une espèce de fait que moi, je dis, ça doit être ça, là. Mais le but, c'est que tu ailles lire là-dessus, puis là, tu découvres. Pas que tu fasses des shortcuts comme toi, là. Mais est-ce que ça a été une mode, les APP, ou c'est encore comme ça? J'ai aucune idée c'est quoi, mais moi, je pense que la vérité est entre les deux, parce que c'est vrai que c'est bien, les APP, mais c'est parce que si tu prends le champ à gauche, là, tu vois pas la matière qu'il faut qu'il soit vue. C'est ça le problème. Il y a personne qui te guide un peu, là. Non, mais c'est vrai que tu as raison, c'est un entre-deux, parce que tu as les deux. Moi, j'aime pas trop les extrêmes. Là, souvent, le mieux, c'est entre les deux. Là, puis, je vais donner l'exemple. En bactériaux, là, nous autres, là, on savait tout le nom des viraux, les virus, les bactéries. On les apprenait par cœur. Puis là, on savait, oui, c'est un gramme négatif, il est catalase, whatever. On les apprenait ça. Tu vas me dire qu'on a oublié la majorité des choses. Je suis tout à fait d'accord, mais on connaissait le nom des bactéries. Là-bas, ils connaissent pas vraiment, là. Ils connaissent pas beaucoup le nom des parasites, à moins que tu fasses un microbiologiste, souvent les gens c'est aussi dans un mode où finalement, quand tu vas arriver à un certain point de ta carrière, là, il va y avoir des gens à qui tu réfères. Puis on a des spécialités aussi, mais c'est pas aussi surspécialisé que vous autres. Puis peut-être, je me dis, il y a peut-être une raison comme ça où ils se disent, ça, t'as pas besoin de savoir le détail. C'est parce que moi, ce que j'haïssais quand j'étais vétérinaire en pratique, c'est que, à un moment donné, tu as le problème à la base, le symptôme. Puis là, après ça, au début, quand tu es jeune, tu te rappelles de comment arriver à la maladie, puis tu savais comment le traiter. Puis plus tu avances dans le temps, tu dis, il y a ça, je donne telle affaire. Puis tu te rappelles plus d'entre les deux. Fait que tu fais juste des shortcuts. Fait que tu oublies. Puis même en médecine, tu as ça. À un moment donné, moi, j'étais externe. Là, fait que ça, c'est quand externe, tu étais dans les 3e, 4e années. Tu vas dans un stage, puis ils disent OK, on va lui donner de la pénicilline. OK, vous voulez traiter quelle bactérie? Là, la femme, elle me regarde, elle lève un peu le sourcil. Genre, t'es qui, toi? Là? Non, mais je veux dire, si vous donnez de la pénicilline, c'est parce que vous voulez chercher une bactérie. Il y a une raison. C'est quoi que vous allez chercher? Sauf que elle, cette dame-là, entre autres, elle se rappelait que tu avais tel symptôme, puis tu donnais telle pilule. Puis c'est exactement ce que moi, j'avais vécu quand j'étais vétérinaire de pratique courante, là. Puis c'est sûr qu'en spécialité, l'avantage que tu as, c'est que tu peux dire moi, je fais pas ça, mais ce que tu fais, tu le connais un peu plus. Tu le justifies mieux, puis tu es capable d'expliquer. Puis, mais je suis d'accord avec toi que c'est un peu de la facilité. Oui, c'est la facilité. Moi, ma conjointe est médecin de famille. Tu es d'accord avec moi, tu réfères à des épisodes antérieurs. Là, parce que quand moi, j'ai décidé de venir oncologue, je l'ai répété souvent. Pour vrai, je vais le répéter encore. Parce que j'ai été généraliste pendant 4 ans. Fait que pendant les années où toi, tu savais pas trop ce que tu en allais faire, tu es parti, puis tu es revenu, puis ça.
Puis quand l'onco, j'aimais déjà ça. Fait que moi, pour moi, de faire une résidence, tu sais, des fois, les gens souvent vont référer au fait, ah, ça doit être difficile, c'est tout le temps des patients qui sont en fin de vie puis qui vont finir. Oui, c'est pas toujours le fun, mais tu sais, je fais ce que j'aime, puis j'ai décidé de focusser sur la partie que j'aime. Mais toi, quand tu es rentré en médecine, tu savais pas que tu irais faire... Moi, je voulais faire de l'ortho. Moi, je suis rentré en médecine en disant, moi, là, je vais faire de l'ortho. Donc, tu avais chirurgie, puis moi, tu voulais faire de l'ortho. Je voulais faire de l'orthopédie. Tu aimais l'orthopédie en médecine vétérinaire aussi? Bien, c'était les chirurgies les plus intéressantes qu'on faisait. Dans le temps, dans le temps, là, je sais pas à quel point les gens font. Un petit coup de Norbert, peut-être, pour nous expliquer ça? Eh bien, c'est vrai que l'orthopédie, c'est quand même une spécialité qui est le fun. Parce que le chat, tu le mets dans la cache, puis là, si t'as tous les morceaux, il va être correct. Là, c'est vrai, c'est la phrase. C'était une fracture. Mais c'est parce que l'orthopédie, c'était la plus belle chirurgie qu'on faisait. Oui, mais moi, j'aimais ça, la chirurgie. C'est ce qui paraissait le plus cool, en tout cas. Oui, mais tu sais, aller ouvrir un intestin, sortir un trousseau de clés, puis leur donner, ça va être moins cool. Là, tu rends ça un peu... Là, je réduis de façon volontaire. C'est vrai que c'est facile à faire, puis que les orthopédistes ou ceux, en tout cas en médecine vétérinaire, souvent, c'était la partie cool. Tu sais, aussi, c'est ce qui se montre le mieux sur des radios. Là, c'est quand même cool. Je t'allais mettre une plaque. Oui, je suis d'accord. C'est de la mécanique. C'est réducteur, ton affaire. Ben oui, ils réduisent des fractures. Non, mais c'est la résolution de problème qui est le fun parce que, un peu comme quand tu programmes des choses, c'est que tu sais qu'il y a une solution. C'est comme la mécanique. Guy Beauregard m'avait dit ça. Il dit, lui, il est passé de la chirurgie à la radio. Il dit, l'avantage en chirurgie, là, c'est que tu as des. Tu sais, la patte est cassée, tu lui mets une plaque, pouf, le chien il marche. T'es un héros. Le problème est réglé. Tu sais, en radio, tu dis, j'ai diagnostiqué un kiss rénal. Non, c'est assez... ne peut être exclu. C'est assez linéaire, puis tu n'as pas les hauts et les bas. Là. Mais fait que donc, quand tu as fait l'ortho humaine, tu fais un stage en ortho. Là, je me dis, ouais, OK, c'est peut-être pas ce qui m'intéresse le plus. Puis après ça, j'ai fait un stage en plastie à Maisonneuve-Rosemont. Puis là, j'ai dit, wow, ça, c'est ça que je veux faire. OK. Puis donc là, tu as fini ta médecine, puis tu as fait fait une résidence. Fait que moi, j'ai fait 2 ans de résidence en chirurgie générale. À Montréal. Puis là, je voulais changer. En tout cas, ça a été bien compliqué. J'ai arrêté pendant plusieurs mois pour finir ma résidence en plastie. Fait que finalement, j'ai fini ma résidence en plastie. Puis après là, tu as eu les gens... Quand tu dis plastie, là... Tu sais, c'est pas que de l'esthétique. Non, l'esthétique, c'est une sous-catégorie de la chirurgie plastique. La chirurgie plastique, c'est beaucoup plus vaste. Les gens connaissent pas beaucoup. C'est sûr que si tu regardes la Canal D, là, tout le monde va montrer qu'on fait du Botox. Puis, regarde, moi, là, j'ai injecté, je pense, une fois dans ma vie du Botox à date. C'est pas quelque chose que je fais. Ça t'a-tu fait mal? C'est ça, mais regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est l'esthétique, puis moi, je veux développer ma pratique esthétique dans les prochaines années, mais c'est pas quelque chose que j'ai fait maintenant, mais il y a tellement d'autres choses à faire. C'est quoi? C'est de la reconstruction, mais les gens pensent à ça parce que c'est ce qui... C'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. La plastie d'hôpital, souvent, c'est les plaies un peu plus complexes, les déficits cutanés. Les déficits cutanés, c'est pas compliqué, c'est soit de l'onco, soit de la trauma. Fait que les flaps de peau, ça, c'est dans votre... Ça, c'est la chirurgie plastique. Okay. Mais là, tout le monde a un peu... tout le monde est capable d'en faire un peu parce que les autres spécialités, à un moment donné, se disent, mais j'ai pas besoin du plasticien pour ça. Une fois qu'ils m'ont montré comment faire, il y a certaines choses qu'ils sont capables de faire, mais il y a les gros déficits souvent. Là. Quand tu as un gros service de plastie dans un hôpital, c'est la plastie qui le fait. Puis tu m'as déjà raconté combien de consultes tu faisais dans une journée. Là. Puis moi, c'est des chiffres qui me... Ça fait peur? Ben, jette à terre, là, parce que c'est sûr que déjà, j'ai vu des médecins humains omnipraticiens qui voyaient entre 30 à 60 patients par jour. Mais là, c'est 60? Oui. Puis, mais en clinique externe, là, qui voient des patients. Puis là, je veux dire, bon, tu peux pas faire 60 examens physiques complets en une journée. C'est non, mais juste, faut que tu fasses attention. Attends, je parle d'omnipraticien. Là. Mais toi, tes chiffres, 60, c'est une petite journée. C'est une petite journée. Puis de consulte. Puis c'est pas juste de la consulte, c'est de la clinique. Nuance subtile. Parce qu'il y a une différence entre voir un patient pour la première fois et faire un suivi. Mettons, le gars que j'ai opéré, j'ai enlevé un mélanome sur le bras. Je le revois un mois après, sa plaie est belle, sa pato est... On regarde son rapport de pato. Quelques minutes. Puis... j'ai dit, parfait, super, ça va bien. On fait le suivi avec, mettons, votre dermatologue, je vois au besoin. Je n'ai pas besoin d'y... Mais ça fait... C'est une mais gestion des dossiers, remplissage de paperasse, je veux dire... Clérical, le travail clérical. Ouais, gars, c'est moi, sauf qu'on s'entend que nous, on a encore des dossiers papier, là. Je veux dire, l'informatisation du réseau de la santé au Québec, c'est famélique. Là. C'est moi, je travaille aussi à Charlemagne où on n'a pas de dossier informatique. Ça, c'est incompréhensible. Ça n'a pas de sens. Je sais que ça n'a pas de sens, c'est une question d'argent. Parce que pour vrai, en 2023, là, au moment où on se parle, moi, quand je veux dire des dossiers où est-ce que c'est écrit à la main de vétérinaires qui nous réfèrent des patients, c'est moins que 10 %. Puis quand ça arrive, des fois, on est comme
Parce qu'il faut déchiffrer ce qui est écrit. Imagine-tu, il faut que tu lises ce qui est écrit. 2, le dossier, des fois, là, nous, on a des patients, mettons, les cancers du sein. Moi, je fais beaucoup de reconstruction de cancer de sein. Mais le dossier est en onco, là. Fait que là, moi, j'arrive, j'ai une petite pochette bleue. La petite pochette bleue, là, c'est pas de dossier antérieur. Fait que là, oui, je vous ai fait quoi, vous? Oui. Ah, c'est très frustrant. À Pierre Boucher, au moins, on a un dossier informatisé, mais ce qu'on appelle un dossier informatisé, c'est des notes scannées qui sont dans le dossier. Ouais, c'est Sauf que je n'ai pas besoin de courir après. Ça a été numérisé, c'est en PDF, mais tu peux pas faire une recherche par mot. Puis... Non, rien de ça. Mais c'est pénible, ça. Tout intervient quand? Mettons, tu parles des chirurgies. Donc, il y a un onco-chirurgien qui vient retirer. Regarde, moi, j'ai fait, parce que moi, quand j'ai fait après ma plastie... T'es allé en Californie, je suis allé retourner sur la côte ouest. Je suis retourné sur la côte. Moi, j'ai mon tatou, mon tatou I Love California. Tu surfes, non? Non, même pas, jamais essayé ça, mais je suis allé à USC. Sur ton c'est ça, sur autre chose. Ouais. Je suis allé à USC, qui est à Los Angeles, University of Southern California. J'ai fait mon fellow en microchirurgie. OK. C'est microvasculaire, là. Microchirurgie. Ouais. Fait que moi, ce que je fais, ça, c'est la reconstruction, puis c'est surtout du sein qu'on fait. On fait un peu d'autres choses, mais surtout du sein. Fait que, par exemple, dans ma pratique, mettons, moi j'ai un collègue chirurgien général qui me dit qu'il voit une patiente qui va l'opérer, qui va lui enlever le sein. C'est quoi les options qu'on peut faire? Des fois, tu peux mettre des prothèses, tu peux faire des reconstructions avec le ventre, la peau du dos, il y a plein de choses. Ouais. Mais ce qu'on fait surtout, c'est, moi, je fais de la microchirurgie, fait que j'offre la capacité microchirurgicale qui est plus complexe. C'est pas tout le monde qui fait ça. À Montréal, c'est un service qui est offert un peu partout, mais pas ailleurs. Là. Fait que, ça ailleurs au Québec, tu veux dire? Ben, ça arrive sud, on est 2 vraiment en enfer à offrir ça. Est-ce que tu vois les patientes avant que le chirurgien général retire la tumeur? Bien, certains, on les voit avant. Je leur explique surtout c'est quoi les options, parce qu'il y a des gens qui sont candidates pour différentes options. Puis là, tu les laisses réfléchir, tu jases un peu, puis on va dire parfait, mais la journée qu'on vous opère, moi, je vais être là aussi, puis on va faire ce que la patiente désire. Là. Fait que dans le fond, il y a un chirurgien qui opère, qui retire, puis toi, tu moi, je vais en deuxième temps. Ouais. Ouais. Puis des fois, c'est en plusieurs étapes aussi. J'imagine que tu le fais là, puis tu retournes réopérer. C'est un marathon, ça. La reconstruction, là, c'est un marathon. Ouais. C'est pour. Je dis toujours, on va développer une relation, là, c'est là. Ouais. Puis, mais, OK. Fait que, parce qu'on a sauté par-dessus le fait. Donc, tu es parti en Californie, tu as fait en chirurgie en microchirurgie. Yes. Puis, tu es revenu en quelle année? 2013. Donc, ça fait 10 ans que tu es de retour. Ça fait 10 ans que je suis de retour. Puis, est-ce que j'avais des petites questions comme, c'est pas spring, mais on va reparler de plus. Mais tu sais, je me disais, pour toi, c'est quoi comme, puis tu l'as déjà un peu dit, mais les plus grandes différences entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine, tu sais, qui te sautent aux yeux quand tu y repenses. Puis tu sais, là, tu viens juste de dire les dossiers informatisés, c'en est une, puis c'est pas logique qu'elle soit... Celle-là, je veux dire... Moi, la différence, la raison pour laquelle j'ai 70-80 patients dans ma clinique, c'est qu'entre autres, je suis gratuit. Je suis gratuit. Moi, j'ai expliqué ça à mes collègues américains. Là. Eux autres, ça prend des années avant de bâtir une pratique. Au début, ils grattent les fonds de tiroir. C'est l'inverse d'ici. Moi, je suis gratuit. J'ouvre mon nom, là, puis pouf, on va me remplir de consultations. Fait que c'est sûr que moi, j'ai pas besoin. En privé, des fois, tu te sens un peu le devoir de rester un certain temps avec le client parce que le client, il paye. Mais à l'hôpital, s'il vient pour un suivi, puis c'est un suivi qui prend 3 minutes, bien, c'est un suivi qui prend 3 minutes. Fait que c'est pour ça qu'on est... Mais je ne pourrais pas avoir 70 nouvelles consultations. Mais non. Puis il y a des consultations, si tu viens pour un tunnel carpien, c'est assez straightforward. Si tu viens pour un cancer du sein, reconstruction, bien là, ça prend plus de temps. Fait que d'habitude, j'essaie de les mettre à la fin de la clinique parce que ça prend plus de temps. Fait que tu ne peux pas faire 70 nouvelles consultations. Non, évidemment. Mais c'est très différent. L'autre affaire, c'est que la médecine, à l'hôpital, là, tu peux perdre ton âme. Tu peux travailler... C'est facile de... C'est un vortex qui t'aspire. Ça, je disais tantôt. C'est un vortex qui t'aspire. Plus tu es là... Tu passes à l'urgence, ben écoute, je t'aurais pas demandé, mais là, tu es là, tu vois tel. Ouais. Puis à un moment donné, il faut que tu dises non, parce qu'à un moment donné, tu. Puis là, tu as l'air du méchant quand tu dis non, mais tu n'as pas le choix, il faut que tu te préserves aussi. Parce que ça nous arrive aussi, c'est pas comparable, puis je veux pas dire que je fais la même affaire que toi, parce que c'est pas du tout le cas, mais ça arrive des fois où ta journée est de même, puis là, j'ai vu un chat, tu veux-tu venir juste toucher? Puis là, je suis comme, OK. Puis ça va prendre 2 minutes, mais... Regarde, Sébastien Fourré le disait, lui aussi, c'est que là, il couvre, il manque un chiffre là, il va couvrir. Ouais. Puis, à un moment donné, il faut que tu mettes une certaine limite parce que tu vas juste travailler tout le temps. J'adore. Je te fais un beau sourire, j'adore parce que tu réfères beaucoup à d'autres épisodes. Oui. Puis comme si la personne qui écoute le sait. Ah oui, c'est vrai, dans l'épisode avec Sébastien. Mais je te remercie de nous avoir écoutés. Déjà, j'espère que tu as aimé ça. Je sais que tu m'avais dit que j'avais une trop grand c'est une surprise. Mais
OK. Fait que tu peux continuer s'il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres différences ou similitudes? Mais attends, mais t'as parlé du chirurgien qui est venu donner une conférence à votre asso. Oui. J'aimerais ça que tu lises le livre. Parce que à micro fermé tout à l'heure, oui, on se parlait. Puis il y a un gars qui s'appelle Simon Maltais, qui est un chirurgien cardiaque, qui a écrit un livre justement sur le fait que il faut se préserver comme docteur parce que c'est facile de perdre son âme puis de travailler tout le temps. Puis comme je dis toujours, c'est le modèle du docteur des années 80, ça. Ces gens-là, ils rentraient en médecine. Mais même les vétérinaires faisaient ça aussi. Ils travaillaient comme 80 heures. Partaient à leur bureau. Puis là, mettons, c'était 4 gars parce que souvent, c'était plus des gars. Hein. Ils se partaient à 4. On va faire un week-end sur 4. Puis ils se partageaient les soirs, mais ils travaillaient tout le temps. Puis ces gens-là arrivaient à 45-50 ans. Souvent, on dit toujours à Joe qu'ils étaient divorcés puis qu'ils ne connaissaient pas leurs enfants. Là, ce modèle-là, c'est complètement parti. Puis pas juste en médecine. En médecine vétérinaire, ils disent qu'il manque de vétérinaires, c'est parce que les gens ne veulent pas travailler les heures que les autres travaillaient avant. En médecine, c'est la même affaire. Mais tu travailles fort, là. Je travaille très fort. Mais moi, je suis un hyperactif médical, là. Je veux dire, j'ai toujours travaillé. Un peu. J'ai toujours travaillé fort, puis j'ai pas là. Tu connais tes enfants quand veux-tu t'es présente ou est-ce que. C'est pour ça que j'écoute pas la télévision. Quand j'arrive à la maison, j'essaie d'être avec mes enfants. On fait du ski alpin. On essaie de faire des activités, mais à un moment donné, il faut que tu fasses tes gardes. C'est Saint-Bruno. Non, on va à Sutton. Merci beaucoup. Mais il y a un changement générationnel, puis tu l'as dit en médecine vétérinaire aussi, parce que les gens, ils veulent avoir une vie, puis c'est sain. Mais c'est pas toi qui va régler cette question-là, mais on met de plus en plus d'argent dans le système de santé, puis on a l'impression que l'accessibilité. Tu mets 3 milliards de plus demain matin, tu n'auras pas plus de changement. C'est pas une question d'argent. Il y a une question, effectivement, que les gens veulent avoir. La qualité de vie, maintenant, c'est rendu super important. C'est juste que c'est le beurre puis l'argent du beurre, des fois. C'est là où ça devient un petit peu blessant quand tu dis on en met plus. Il y a deux choses qui fait titiller les docteurs. Moi, je pense que les deux plus grands points, c'est l'argent et la qualité de vie. Puis Gaétan Barrette, sa grosse erreur, c'est de penser que tout le monde est à l'argent. Ouais. Lui, il est radiologiste. Plug ici. Oui, non, mais t'as raison. C'est vrai que c'est une spécialité qui... Le défaut de Gaétan Barrette... Non, c'est pas toi l'invité, celui. Non, mais regarde, le problème de Gaétan Barrette, c'est qu'il a pensé que tout le monde était à l'argent. Puis il pensait que si tu donnais plus, les gens, ils travailleraient plus. Mais les gens, ils ont dit non, hey, moi, je peux faire moins d'heures puis faire le même salaire. Fait il n'a pas compris. Après ça, si vous informatisez un peu les dossiers, peut-être ça va aider juste ça. C'est clairement. C'est clair. Pour vrai, c'est niaiseux, là, mais moi, je n'arrive pas à comprendre que tu me dises ça en 2023. C'est parce que Louis-Philippe, c'est une question d'argent. C'est que l'hôpital Charlemagne, pourquoi ils ont attendu? C'est parce que ça coûtait trop cher. Mais plus qu'ils attendent, plus ça coûte cher. Oui. Puis là, on le fera pas. Mais là, supposément qu'ils ont mis des dizaines de millions, là, parce que là, c'est de scanner tous les anciens dossiers. Écoute, il y a un travail hallucinant. Mais je comprends ça, mais à partir d'aujourd'hui, on peut dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est informatisé. Tout à fait. Tu n'as pas besoin de me convaincre. Tout le monde veut avoir le dossier informatisé. Mais là, prenez juste pas Logivette. Prenez Logimedum ou... t'as Logibec, en passant. Ah oui? C'est le même gars qui fait Logivette. Je sais pas. Mais ça sonne mal. Puis là, je veux pas que le monsieur de Logivette... Ouais, c'est ça. C'est juste que... Ça sera pas ton commanditaire. Moi, je pensais qu'elle allait justement ajouter ça dans le sens que ça sonnerait bizarre que votre logiciel soit Logivette. Oui, c'est sûr. Les gens se poseraient des questions. Est-ce que tu as eu des patients que tu as opérés que tu avais déjà vu leur animal comme vétérinaire avant? Ça t'est-tu arrivé? Non, je pense pas. Pas que tu le saches. Je ne l'ai pas su, effectivement. Moi, j'ai travaillé surtout à Ville-la-Salle, un peu à Canzac, mais surtout à Ville-la-Salle. Fait que c'est une clientèle un peu loin au même endroit. Moi, je travaille sur la Rive-Sud. Là. Mais, parce que je me disais, ça serait cool si ça avait été le cas. Tu as des patients qui ont su que tu avais une ancienne vie de vétérinaire, par contre? Oui. Puis beaucoup, j'imagine, ou tu leur dis des fois en joke, pas, mordez-moi pas. Souvent, moi, je fais beaucoup d'anesthésie locale, je fais de la petite chirurgie locale, fait que faut que tu parles au patient. Plus tu y parles, moins il pense à ce que tu es en train d'y couper son whatever. Ouais. Fait que, mettons, on me dit, je suis agricultrice. Ah oui, faites quoi? J'ai des vaches. Combien vous en avez? Là, j'ai une patiente récemment, elle me disait qu'elle avait 300 vaches. J'ai dit, moi, dans mon temps, une grosse ferme, c'était 60 vaches, puis là, la femme, à part, puis whoops! Sa chirurgie est finie, puis elle n'a rien senti. Mais tu fais pas juste en parler, tu chantes aussi. Hein? Oui, ça, j'ai vu ça aussi, tu chantes du ABBA, apparemment, avec une belle voix. Je sais pas, je dirais pas jusque-là, mais l'avantage que j'ai, c'est que quand je fais de la mineure, je veux dire, même quand j'opère aussi, j'ai toujours ma musique, tout le temps. Ça, c'est le chirurgien qui décide. On décide de presque plus rien dans la vie, mais j'ai l'avantage de choisir la musique.
Puis moi, je mets Spotify maintenant. Fait qu'on peut pas chialer. C'est Spotify qui choisit. Mais... On peut chialer que les artistes sont pas assez rémunérés pour leurs écoutes. Là, mais... Ça, c'est correct. Mais je mets souvent ma playlist des années 80 aux grandes espoirs des infirmières qui sont plus capables d'entendre Don't Stop Believing. Mais moi, je l'aime, cette tune-là. C'est une bonne tune pleine d'espoir pour le patient aussi qui se fait opérer. Ouais. Mais aussi, c'est qu'il n'y a rien de pire. Tu rentres dans une salle, puis il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas? Quand tu rentres, là, puis il n'y a pas un bruit. Ah ouais. Là, les patients, c'est déjà froid, la lumière est vive, tu sais, puis là, il y a souvent, il fait froid, puis justement, parce qu'à cause du nombre de changements d'air, il fait froid dans les salles d'op. Fait que là, tu mets de la petite musique, souvent, ça un peu tempère tout le monde. Là. Mais j'avais une question corollaire, puis je me suis dit, as-tu déjà vu un patient, c'est-à-dire de qui tu avais déjà soigné un animal? Tu me réponds non. As-tu déjà soigné des gens que tu connaissais? Mais tu sais, je veux dire, des gens de ta famille viennent te voir, j'ai ça, mais non, mais un patient qui vient te voir, puis finalement, tu le connais. Je veux dire, c'est que ça arrive, mettons que l'infirmière c'est passé je sais pas moi, c'est coupé le doigt, ben là, ils viennent voir, mais je dis, descends à la clinique, on va te leur coudre, là. Tu sais, un radiologiste, à un moment donné, j'étais en train d'opérer, là, il voulait me voir absolument. Il faisait de l'angio-intervention, puis il s'était fermé le tiroir sur son doigt. Fait que là, j'ai arrêté mon affaire, j'ai été leur coudre, puis il a été finir sa journée. Aïe, incroyable. Il a fini sa journée aussi. Fait que, c'est oui, on en voit beaucoup, on voit beaucoup de patients. Moi, j'ai une spécialité où, tu sais, un des collègues est rhumatologue. Là. Rhumato, on s'entend que c'est long. Tu vois pas 50 patients par jour. Moi, j'ai une spécialité au moment donné, ça va bien. Là. On fait pas vraiment de suivi systématique. On t'a opéré pour ton tunnel carpien, il va bien, t'as plus mal, t'as plus d'engourdissement, bonne soirée. Là. Mais il y a un... Morsure de chien, as-tu déjà opéré? C'est ma prochaine question. Il y a un parallèle important à faire. Morsure de chien. Je me suis déjà fait appeler par des journalistes. Oui, 2016, on a retrouvé tes interventions. Juin 2022, en fait. Ah oui? Il y a une entrevue en juin 2022 dans la revue En retrait. Je sais pas si c'est des fois, je me fais appeler, aucune idée, mais je me fais appeler par des gens, puis ils disent, vous êtes vétérinaire, vous êtes plasticien, qu'est-ce que vous pensez des gros méchants chiens? Fait que là, je dis toujours, il n'y a pas de race méchante, il y a des individus méchants. Tu sais, je me rappelle de mon disque du temps que j'étais vétérinaire. Puis il garde jamais cette clip-là, il garde toujours Attends une minute, dans l'entrevue en 2022, tu disais justement, c'est sûr que les morsures de Chihuahua, ça fait moins de dommages qu'une morsure de Pitbull. T'expliquais que les Pitbulls sont très forts. Surtout, c'est que le gars qui a un Pitbull, là, il veut que tu changes de trottoir quand il se promène avec son chien. C'est rare que c'est quelqu'un qui veut y mettre un collier avec des fleurs dans le cou. Le gars qui a un pit, souvent, il veut ce type de chien-là. Puis, tu sais, c'est... Bon, puis nous, là, évidemment, je veux pas faire de discrimination raciale de chiens. On voit des pitbulls adorables, pour lesquels, à la limite, on se méfierait pas parce que le chien est adopté. Puis on en a un, en plus, en ce moment, qui a été pour adoption, là, qui a été abandonné, mais plus adorable des chiens que j'ai vus. Sauf qu'il y a une face de viande, là, je veux dire, c'est sûr que s'il décidait d'être méchant, il va causer plus de dommages que le petit chihuahua. Mais t'en vois des cas, évidemment. On en voit. Hier, dans les nouvelles, puis ça, c'est hier, là, il y a une shérif près d'Indianapolis, en Indiana, qui est décédée, tuée par un chien. Dans l'article que j'ai lu hier soir, c'était écrit chien de type pitbull. En protégeant. Le chien est rentré dans sa maison, c'est une shérif, puis elle est allée vers son garçon, elle a séparé le chien de son garçon. Le garçon était blessé, il est vivant, mais elle est décédée. Puis les policiers d'Indianapolis sont arrivés puis ont tiré le chien qui démontrait encore de l'agressivité. Fait que tu sais, ça, c'est encore hier des nouvelles, ça fait pas paraître bien la race. Mais toi, tu vois, je veux pas parler de la race, moi, je voulais juste dire des morsures d'animaux. Ben, t'en répares des chats, des chiens. On en voit un peu des chats, puis ils poussent du pastorella, là, des vrais de vrais, là. Puis là, dans la littérature, en passant, il y a le Capnocytophaga canimorsus. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je pense que ça a changé de nom, peut-être cette bactérie. Je n'ai jamais vu ça. Bref. Capnocytophaga canimorsus. Je suis toujours content de sortir ce nom-là, mais je n'ai jamais vu ça. Mais tu citais quand tu avais été interviewé l'étude du Texas qui disait qu'il y a sur 80... Parce qu'il y avait, je pense, une étude avec 300 morsures de chiens dans une université au Texas, puis il y en avait 82 où la race était mentionnée, puis dans ces 82-là, il y en a 29 qui étaient les pitbulls. Donc, il disait que c'était pas la majorité, mais que ces 29-là avaient beaucoup plus de dommages. Fait que c'est sûr que toujours ça, c'est des chiens qui ont des crushing. Tu sais, les vétérinaires qui sont pas fait croquer. Moi, là, j'ai une cicatrice dans le pouce, puis à un moment donné, je me fais croquer. Là, j'avais ma clinique à finir, fait que j'ai appelé mon bon collègue Raymond Place qui était venu me geler le doigt puis me refermer mon doigt pour que je finisse ma journée. En injectant de la lidocaïne lentement ou rapidement? Ah oui, c'est toujours important. Non, ça, c'est parmi les super projets de recherche qu'il faut que tu fasses quand tu es résident. Là. Non, parce que tu as publié dans un journal avec juste un mot. On a les mêmes... On ne sait pas parler, mais tu sais, tu as publié dans Hand, c'est ça. La revue, le journal médical. Avec la...
l'espèce de truc de vote blanc, tu sais, où les gens mettaient juste leurs mains dans le petit trou pour t'injecter. Mais ça, c'est parce que quand t'es résident, il faut toujours que tu fasses des projets de recherche. Mais c'était intéressant, par exemple. Puis c'était avec un gars qui s'appelle Don Lalonde, qui est un gars qui travaille à Dalhousie, puis lui, il a été, c'est comme le pape de l'anesthésie locale, puis il appelle ça du WALANT, le W-A-L-A-N-T, qui veut dire Wide Awake Local Anesthetic No Tourniquet. Puis ce que ça fait, c'est que ça évite d'avoir des anesthésistes. Fait que tu es capable de faire plein de choses, mais bref. Puis il dit, ça n'a jamais été prouvé. Tout le monde le sait, mais ça n'a jamais été prouvé. Puis ça, c'était un projet de recherche facile. Fait que j'avoue que j'ai fait mon... juste pour le... C'est ça, fallait que je fasse une publication. Puis là, j'ai pogné un résident en bas qui était dans le salon des résidents, puis j'ai dit, toi, veux-tu participer à la recherche médicale? Fait que je les injectais, puis là, je leur demandais de. Tu sais, c'est facile. Non, parce que 40 Healthy Volunteers, je me suis dit, ça doit être des étudiants, mais c'est des résidents en bas dans le salon. Écoute, j'avais mon panneau, puis là, j'attendais de Vous aviez de l'argent, vous leur donniez. Non, on leur donnait un sourire. Ouais, un bank peut avoir de mais ça a changé votre. Je parle pas de ce projet spécifique, mais ça a changé la pratique de la chirurgie. Maintenant, beaucoup de choses se font en local, en bloc, locaux-régionaux, puis tout ça. La loco-régionale, oui. Moi, quand j'ai commencé comme résident, souvent, les anesthésistes n'étaient pas très bons. Fait que souvent, les chirurgiens ne voulaient pas parce qu'ils faisaient le bloc, ça ne marchait pas, il fallait l'endormir. Fait que là, ça perdait beaucoup de temps. Puis là, les gens, ce qui a changé la donne, c'est l'écho. C'est pas compliqué. C'est que maintenant, en écho, les gens sont capables de localiser ce qu'ils font puis sont rendus bons. Fait qu'en loco-régional, l'avantage, c'est que là, le patient, il est bloqué pendant que tu fais ton patient actuel, il bloque l'autre. Fait qu'il arrive tout de suite, il rentre dans le ciel, il est bloqué. Ça a amélioré l'efficacité. Puis le patient n'est pas endormi, il se réveille plus vite, s'en va chez eux. Fait que oui, ça a beaucoup aidé, mais ce qui a aidé, c'est l'écho. Les techniques se sont raffinées, mais l'écho a beaucoup aidé. Mais il y a juste une affaire que je voulais dire avant, parce que je pensais que tu allais l'approcher, mais non. Mais peut-être. La médecine humaine, ou la médecine vétérinaire, c'est une critique sociale de la médecine humaine. Moi, les gens... C'est intéressant, ça. On peut ouvrir les... Répète-les, puis on va ouvrir des guillemets. La médecine vétérinaire, c'est une critique sociale de la médecine humaine. Fermez les guillemets, tirez Nicolas Hamelin. C'est ça. Nicolas Hamelin, mai 2023. Parce que les gens, ils vont dire, c'est donc bien effrayant. Moi, mon chien, il a besoin d'une prothèse de hanche, exemple, puis là, il va se faire opérer la semaine prochaine, ça va coûter... Moi, dans mon test, c'était 5, là, ça va être rendu 10. Fait que 12, ça a donc bien pas de bon sens. Fin de la citation. Puis je me rappelle à un moment donné, Jérôme Planté il avait été interviewé par une équipe chirurgien qui avait été interviewé, ça fait des années de ça, par une équipe de journalistes. Puis justement, les journalistes, l'angle du journaliste, c'était ça. C'est donc bien effrayant. Pas d'allure, vous n'aimez pas vraiment les animaux. Puis là, Jérôme, il avait dit, ouais, mais il y a des gens qui achètent une auto à 150 000 Exactement. Puis ils ont le droit de mettre 150 000 sur leur auto. Tout le monde va dire, wow, quelle belle auto. Mais si tu mets 10 000 sur ton chien, ça a été coupé au montage parce que c'était clairement pas l'angle. Tellement dit moi-même souvent, pas parce que j'avais vu Jérôme, mais à un moment donné, on arrive avec ces phrases-là. J'ai vu un client qui changeait de voiture. Il venait à la clinique avec une Porsche. La semaine d'après, c'était une Jaguar. Puis c'était puis il y avait une montre que je sais bien que... Puis, son chien, ça va coûter... Dans ce temps-là, c'était 5 000 $ traiter un lymphome. C'est plus que ça aujourd'hui. Ça coûte cher, mais il était comme, je sais pas, je vais mettre ça sur mon chien. Tu sais. Je dis, OK, fait que l'animal qui te reçoit à la maison à chaque jour en branlant sa queue, il n'y avait pas de queue, c'était un boxer, en branlant son derrière, en te disant, t'es la personne que j'aime le plus au monde, pour acheter 1 an de sa vie, de qualité de vie, parce qu'ils vont bien, ça vaut pas 5 000 $. Mais, je dis, moi, il y a des gens là, qui ne sont pas prêts. Puis j'avais dit aux clients en leur regardant les yeux, je dis, moi, il y a des gens qui ne sont pas prêts à mettre 5 000 $ pour acheter 1 an de qualité de vie à leur chien, mais qui ont plusieurs voitures sport, qui ont des montres qui valent à peu près 15 000 $. Puis c'est ça leur priorité. Puis leur fils va étudier dans une université aux États-Unis pour faire du hockey, parce que son fils, il voulait payer 100 000 $ par année pour qu'il étudie dans une université au hockey, peut-être Michigan, puis Lansing. Mais tout ça pour dire que j'avais dit ça, puis là, sa face avait changé. Non, mais c'est pas ça. Je dis, les gens prennent leurs décisions, puis je dis, moi, je suis pas là pour juger. Je suis là pour aider l'animal. Puis c'est vrai que c'est plat, des fois, il y a des gens qui peuvent pas se le permettre, par exemple. Mais quand même, ça a toujours été, moi, j'ai toujours vu ça comme ça, puis c'est sûr que Mais tu as tout à fait raison. J'adore ta phrase, Nicolas. Je veux dire, social. C'est pourquoi je l'ai jamais verbalisé. Bon, mais maintenant, tu peux le verbaliser. Il va falloir qu'on encadre ça, peut-être. Ben oui, je pense qu'on va le mettre. Mais je pensais que tu allais me sortir ça. Je suis un peu déçu. Écoute, non, sois pas déçu. Il y a toujours des corollaires qui vont arriver, mais c'est parce que j'ai une cliente qui est oncologue dans un des hôpitaux de Montréal. Puis une fois, je la voyais pour son animal. J'ai traité 2 de ses animaux. Puis elle est adorable, tout ça. Puis je sais que elle aussi, son Rate MyMD, je ne l'ai pas regardé. Mais j'espère qu'il est bon comme le tien, parce qu'on y arrive dans une seconde. Ça, là, mais puis à un moment donné, j'étais dans la salle d'attente avec elle. Puis je lui parlais, puis elle s'en allait. Puis là, je disais, je viens juste de voir un chien, un lymphome, justement, qu'on ne peut pas traiter parce que le client n'a pas les sous. Puis elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, le client ne peut pas se permettre un protocole, tu sais. Elle dit, mais là,
Et là, ça n'a pas de bon sens. Je dis, ben, c'est la réalité de la médecine vétérinaire, tu sais. Puis elle est partie, puis elle me rappelait le lendemain ou le jour même, je vais t'envoyer un chèque, je veux juste que tu aides ce client-là, tout ça. Puis je dis, ben, t'es pas obligé, là, tu sais. Elle dit, non, mais moi, je suis incapable de concevoir que j'ai un patient que je pourrais traiter, j'ai les outils pour le faire, mais je peux pas parce qu'elle travaille au public, tu sais. Je dis, ben, ça, c'est notre réalité, on est habitués, tu sais. Je dis pas que je suis content de ça, mais tu sais, je dis, quand ils se rendent pas à moi, ben, ils sont pas rendus à moi. Là, quand ils se rendent à moi, puis en plus, je peux pas l'aider, c'est encore plus frustrant. Puis elle nous avait fait un don récurrent, anonyme, où elle m'a envoyé un chèque de 1000 ou 2000 $ pour que. Puis tu sais, je la salue si elle écoute, là, parce que je la nommerai pas, là, mais. Puis je dis pas que t'es obligé de faire pareil. D'ailleurs, j'ai vu que tu viens D'ailleurs, t'es venu récemment à la clinique avec ton chien. Puis je pense que j'ai subventionné l'hôpital. Pourquoi choisir un bouvier bernois? Aïe, c'est clair. Et Guy Beauregard, encore que j'avais cité, je me rappelle encore d'un bouvier qui marchait tout croche. Guy Beauregard avait dit « It's a lemon ». Puis moi, je l'ai appelé mon lemon pas mal. Il s'appelle comment ton chien? Il s'appelle Chewbacca. Son surnom, c'est Chewie. Et on lui a opéré les 2 coudes pour une dysplasie du coude. Et il va bien maintenant? Ben, il va bien. Là. On n'ose plus aller chez le vet parce que quand on va chez le vet, on le pèse. Puis là, aux dernières nouvelles, il était rendu à 111 livres. Puis évidemment, il faudrait le garder le plus mince possible. Ah oui, pour aider ses articulations. Mais ouais, tu es un grand fan de Star Wars aussi, comme moi d'ailleurs aussi. Puis je sais que ta plaque et celle de ta conjointe sont plaquées d'une certaine façon avec des jeux de mots de Star Wars, ou en tout cas avec moins de voyelles. Mais tu sais qu'on a atteint pas mal. On a dépassé largement, mais il restait juste le Rate My MD dont on n'a pas assez parlé. Puis je vais juste faire ça rapide. Mais est-ce que tu connais ton Rate My... Est-ce que tu regardes? Une fois de temps en temps, mais ça, il ne faut pas que tu regardes ça. Parce qu'il y a 2 types de patients qui vont écrire 5 étoiles puis 1 étoile. Ceux qui te détestent, puis ceux qui t'adorent. Ça, c'est comme Average les reviews. C'est ça. Fait que... Ben, j'ai connu des bons Nicolas, tu n'as pas besoin d'avoir peur d'y aller, en réalité. Puis moi, je vais te faire des 5 étoiles. Des 5 étoiles. Ah non, au point où je me demandais s'il n'y avait pas 2 Nicolas Hamelin, médecins. Il y a une grande famille, c'est ça qui sont tous allés. Ça peut pas être lui, c'est ça. Attends, 51 reviews, 5 sur 5. Mais je ne sais pas s'ils mettent des demi-étoiles. Ben, il y en a souvent, parce que moi, je suis souvent en retard. Là. Mon gros problème, c'est ma ponctualité. Tu comprends que quand j'ai 70-80 patients, des fois, je suis 1 heure et demie en retard. Bon, on va faire un vœu, puis on va se tenir le petit doigt les 3 ensemble. Je pense qu'on partage ça. Parle pour toi. Mais moi, ce que je vois, c'est je vois des quotes. Là. Ouvrez les guillemets. Il est excellent en tant que médecin, en plus d'être extrêmement humain. Puis là, c'est là où j'avais écrit « Êtes-vous 2 Nicolas Hamelin, plasticien? » Je comprends pas ce qui se passe. Ensuite, ouvrez les guillemets. Passionné dans son domaine, direct et précis, souci du détail et s'assure que tout est parfait avant d'opérer. Il sait rendre le moment de la chirurgie agréable. J'étais sa dernière patiente et je dirais qu'il était de la journée. Je dirais qu'il était de bonne humeur malgré la fatigue accumulée de sa journée. Là, après ça, c'est ma préférée. Il m'a chanté du ABBA dans la salle d'opération. Quelle voix il a! Ouais, c'est ça. C'est le meilleur de sa spécialité. Merci, docteur, de m'avoir redonné mon bras. Bon. J'aimerais tellement ça que les chiens puissent parler, parce qu'il y en a peut-être quelqu'un qui me dit, il y en a peut-être 1 ou 2 qui me diraient ça. Pour avoir un Rate My Vet, ça serait wouf, 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 wouf. T'es bien coté à Los Angeles encore, hein? À Los Angeles aussi. J'ai checké celui de Montréal, moi. Il m'en reste 2. Mon père a été opéré par le Dr Hamelin pour un petit cancer au visage, probablement un BCC ou un basocellulaire. Sa salle d'opération est joyeuse. Il chante et est très à l'écoute des gens. Il sait mettre en confiance les patients. Puis le dernier, Dr Hamelin, est un docteur empathique, humain et compétent. Puis je pense que je lis ça, puis je suis content de te connaître. Puis j'ai presque hâte d'avoir une petite tumeur UV induite pour aller... UV induite, ouais, vous n'êtes pas encore assez vieux. Ça s'en vient, Mais toi, Eric, avec ton coco dégarni, tu t'en viens candidat. Oui, puis je prenais pas l'habitude au début de mettre de la crème ou de mettre un chapeau. Là, j'ai pris une ou 2 fois des coups de soleil. Moi qui fait une grosse partie de ma pratique, c'est du cancer de peau. Là. Maintenant, nous, on met juste de la 50, by the way. Ouais. Mais je m'en voudrais de finir parce que j'avais un autre. T'en voudrais de finir? T'aimerais ça qu'on continue? Je m'en voudrais de finir en oubliant, Eric, c'était ton anniversaire de naissance il n'y a pas longtemps. Oh! Hein? Ben, 6 mois, mettons. Ben non. Il y a 6 mois? Il y a 6 mois? Oui. Ben non, mais vu qu'on diffuse dans à peu près 6 mois. Ah oui! Comment essayer de rattraper la balle au bon? En début d'épisode, je t'ai traité de... dans sa bouche. Je t'ai traité de faire ça. Tu mentionnais les arthropathies. C'est juste que j'ai acheté de Usager un livre qui s'appelle The Arthropathies, écrit par Alfred A.
avec un médecin de Lorimier. Donc, c'est pour ça qu'il a essayé de le plugger arthropathie tantôt. C'est tout à fait pour ça. Je plantais la graine, comme on dit. Puis c'est un livre donc qui date de l'après-guerre, mais c'est vétérinaire, j'ai vu. Non, c'est humain. Okay. C'est humain. Alfred de Lorimier, c'était un lointain parent à moi. Puis c'est lui qui avait développé, il a été médecin durant la Deuxième Guerre mondiale. Il a développé un appareil à radiothérapie qu'il utilisait dans le champ là, pour prendre des radios, puis essayer de trouver les portatifs pour enlever les éclats. Mais ça devait être de la fluoro, en fait, pour qu'il puisse pas avoir de film à développer. C'est un peu genre MASH, un peu. Là, il a fait des choses. Il a publié ce livre-là. Il a publié un autre bouquin aussi qui est Röntgenography, 2 ou 3 volumes, une grosse affaire, mais il coûtait trop cher pour que je te le donne comme cadeau. Mais ça, c'est un livre qui a écrit Les arthropathies que je te remets. Merci, ça, c'est vraiment excitant. Puis ça vient de Iowa State University Library, mais il est écrit Decommissioned Book, je sais pas quoi. Puis, t'as acheté ça où, ça? Sur eBay ou un livre de librairie ancienne, je sais pas quoi. Mais il reste que son fils, qui était Alfred Junior, que j'ai rencontré, c'est lui qui avait parti le vignoble de Lorimier Winery dans la vallée d'Alexander, au nord de Napa. Donc, tu sais, pas loin d'où tu étais. Puis Alfred, il est décédé il y a quelques années, donc on le salue d'ici-bas aussi. Puis lui, donc, il était chirurgien pédiatrique à UCSF. Puis ça a été un des pionniers dans les chirurgies fétales in utero. Il faisait des chirurgies hépatiques intra-utérines sur les bébés. Puis les malformations cardiaques aussi qui font... il ne faisait pas de cardiaque, mais il faisait de l'abdominal de fœtus in utero. Ça, à UCSD, je me rappelle, il faisait ça sur des moutons. Puis il y avait... La raison pour laquelle il y avait des moutons à cette place-là. C'était pour se pratiquer. Mais là, c'était plus vraiment. Tu sais, des fois, c'est l'air du temps, c'est pas l'air du temps, mais il y avait ça. Mais c'est un modèle d'hypoxie fétale. Moi, j'ai travaillé récemment à la fac. On faisait des IRM sur des moutons. C'était un modèle vraiment d'hypoxie fétale puis de stress. En recherche, pour être capable d'avoir des moutons, ça te prend comme. Une grosse facilité. C'est pas une petite affaire, c'était gros. Mais j'attendais, le 6 mois de délai, c'est que j'attendais d'avoir un médecin pour te donner un livre de médecine humaine, tu comprends? Mais c'est intéressant parce que je t'ai écrit récemment pour te dire, moi, j'ai appris très récemment qu'il y avait un village de Lorimier. À Montréal. Ouais. Mais on n'avait jamais un épisode avec Émile Bouchard. Un village ou une rue? Un village, c'est vraiment une... en fait, pas loin du village aussi, ce qu'on appelle le village. Ce qu'on appelait le village, parce qu'on appelle plus ça de même apparemment. Puis, mais oui, il y avait le stade de Lorimier. Puis il y a encore une plaque du home base, du marbre, parce que Jackie Robinson avait joué au stade de Lorimier. Puis on en a parlé un peu dans l'épisode d'Émile Bouchard. Le stade de Lorimier était là où il y a l'école... Pierre Dupuis, c'est ça? Oui, PDU. Oui, c'est ça, Pierre Dupuis qui est là. Donc, écoutez, on a largement dépassé. Mais écoute, c'était fort intéressant. Merci de ta visite. T'es une personne... C'est toujours un plaisir. T'es un 2 épisodes kind of guy, tu sais. Puis pour vrai... je vais venir à la saison 8, moi aussi. Oui, c'est ça. Ceux qui sont ici, vous irez chercher, parce qu'il y a peut-être une petite capsule aussi avec Dr. Hamelin qui parle de gestion de plaie. Une petite affaire rapide où ils sont... on se commet comme ça, bang, bang, bang. Bang, bang. OK. Éric? Merci à toi. Ça a été un plaisir de se retrouver. Puis moi, j'aime tellement ça quand j'ai des gens de 96. Là, c'était comme tellement mes idoles dans ce temps-là. Mais moi, j'aime ça aussi. Puis je remercie Nicolas pour son temps parce qu'en plus, l'autre étude dont on n'a pas parlé, là, c'est juste qu'elle se terminait. La dernière phrase, c'est celle où vous évaluez le lien de confiance là, entre le patient et le chirurgien. Puis tu étais premier auteur là-dessus. Puis c'était publié dans la revue Chirurgie de la main en 2012. Puis là, les critères les plus importants, c'était compétence de communication verbale. Ton rate MyMD semble dire que tu as réussi de ce côté-là. Autonomie du patient, ça veut dire que l'autonomie du patient dans ses décisions, j'imagine, ou dans ses... c'est pas clair, là, c'était sur quoi exactement. Puis suivi en 3e, les habiletés techniques, évidemment. Puis les conclusions étaient pas une surprise, mais la dernière phrase... je ne l'ai même pas écrite, mais la dernière phrase, c'était... la dernière phrase, c'était celle de l'injection dans la main rapide versus lent, où vous démontriez que 60 secondes, c'était 8 secondes versus 60 secondes. Puis 60 secondes, ça faisait beaucoup moins mal. Puis votre dernière phrase, c'était... Diminuer la douleur lors de l'injection ne prend qu'une minute de notre précieux temps pour les blocs locaux des doigts. Donc, merci parce que tu nous as donné plus qu'une heure de ton précieux temps. Mais est-ce que les médecins qui étaient vétérinaires sont plus empathiques puis se prennent moins au sérieux? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas s'ils se prennent moins au sérieux, mais moi, je peux te dire que c'est quand j'ai commencé, les gens ils m'ont dit, il y a des gens qui me disaient, oh, toi, tu as déjà travaillé avec le public, là, clairement. Moi, j'arrêtais pas de dire, mon compétiteur, là, il était, on parlait d'Hélène Tessier tantôt, qui était la compétitrice. Il y avait 3 cliniques alentour.
Fait que oui, c'est toujours sourire. Là, je dois avouer que j'ai beaucoup perdu de ce malheureusement ça. Parce qu'en médecine, c'est comme je te dis, on est gratuit. Là. Tu sais, les orthopédistes qui ont 1 an et demi, 2 ans de liste d'attente, si t'es pas content, mais écoute, va avoir un autre. Là. Je dis pas que c'est la façon qu'ils devraient faire, mais c'est un peu je veux dire, si tout le monde croule sur le travail, fait que mais je pense qu'au début, en médecine vétérinaire, tu as déjà une approche client. Puis moi, je dis toujours, on devrait plus appeler ça un patient, on devrait les appeler les clients. Parce qu'on ne traitera jamais des clients de la façon dont on traite les patients. Tout le monde s'en fout un peu, mais quand tu es en médecine vétérinaire, le client, c'est l'approche qu'on avait. On était beaucoup plus marketing, le suivi qu'on faisait. Tu sais, moi, je fais une chirurgie de 10 heures. Je veux dire, c'est bon, mais congé, puis venez me voir dans une semaine, c'est tout, là. Mais tu sais, nous autres, tu fais une petite hystéro, puis oui, Fifi va bien. Oui, je veux dire, c'est fou la différence. Ouais, combien de fois qu'on se fait dire, mais vous devriez être médecin humain. Ouais, j'aimerais donc ça faire soigner ici. Ouais, est-ce que vous soignez les humains? C'est une question, c'est ça. On dirait que mais le problème, c'est ça, le problème du système public, c'est que tu te bats contre personne, puis tu es gratuit, tout le monde croule sous le travail. Fait que je pense que les gens ont perdu un peu cette fibre-là de je dis customer service, je sais pas comment le dire. Là. Non, mais de valoriser, c'est ça. Ouais. Écoute, merci pour la bière aussi. Ça fait plaisir. Puis, prenez des notes, les prochains invités. Bière amenée, écoutez les épisodes antérieurs. Je trouve que c'est vraiment c'est un cas d'école. Excellent. Merci Vincent aussi pour sa petite intervention tout à l'heure. J'espère que la caillette a bien été. Puis on se revoit très bientôt pour un prochain épisode. Exactement. Ou une capsule, on se voit. Et puis qu'est-ce qu'on fait maintenant, Daniel? On met le petit bruit du coq. Je sais pas c'est quoi ce mot-là. On y va. Merci beaucoup, Nick. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Excellent. Eh bien, voilà qui conclut cet épisode. On espère que vous avez apprécié ça autant que nous, on a eu de plaisir à le faire. Eric? Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et on se revoit au prochain épisode. Ah oui, clic.